Un éclair de lumière apparut au loin, un aigle s'élevait dans le ciel. Sous la falaise, 3 personnes étaient visibles, dont l'une semblait en difficulté. Les 2 hommes dirent à Jiwoo qu'il aurait plus de chance dans sa prochaine vie. Alors que l'oiseau volait encore, le jeune homme fut projeté de la falaise, et dans sa chute, un événement fit briller ses yeux, comme s'il avait perçu une vérité profonde. Dans un autre monde, complètement différent, les protagonistes semblaient transportés dans une autre dimension. Tandis que des lumières apparaissaient à l'extérieur, il semblait y avoir quelqu'un à l'intérieur d'une maison. Une statue semblait vénérée. C'était un lieu sacré pour les cultivateurs, qui félicitaient le maître pour sa progression. Ce lieu sacré était connu sous le nom de la Tour des Sceaux. Une créature imposante, semblable à une bête spirituelle, annonça au maître qu'elle ne serait pas utilisée et qu'il retournerait à la tour en silence. Pendant ce temps, dans le sombre château gothique, où la lune restait rouge et les bains volaient, on pouvait apercevoir un homme aux cheveux blancs et aux yeux rouges, pensant que les orientaux continuaient de se briser, vêtus impeccablement de chaussures cirées. Il ordonna à ses subordonnés de capturer toute la noblesse. Une jeune femme, munie d'un livre sacré, dans le monastère oriental, pria le Créateur pour obtenir le pouvoir. Le mal vola dans cette direction, apparemment porteur de bonnes nouvelles. Le protagoniste était dans le ciel, semblant voler librement aux côtés de l'aigle, heureux d'avoir posé ses fondations. Quelqu'un emballa plat, lui demandant de descendre. Obéissant, il atterrit en présence de l'homme qui l'avait appelé. Cet homme expliqua également que l'achèvement des fondations prendrait 2000 ans. Le maître devant lui semblait inquiet car l'énergie du monde s'était considérablement affaiblie. En entendant cela, le protagoniste parut inquiet des 2000 ans qui lui seraient nécessaires pour poser ses fondations. Alors que ce message, semblable à un hologramme, se dissipait devant lui, il conclut que l'énergie avait bel et bien diminué. S'envolant, Wu Yi eut du mal à croire que, pour lui, seulement 2 jours s'étaient écoulés, alors qu'en réalité, 2000 ans s'étaient écoulés. En vol, il remarqua quelque chose à proximité. Baissant les yeux, il vit 2 hommes pousser un jeune homme du haut d'une falaise. Furieux, il leur demanda qui ils étaient et comment ils avaient osé. Les 2 hommes, bien habillés et armés, furent stupéfaits de voir un homme flotter dans le ciel, nu. Malgré cela, leur premier réflexe fut de l'attaquer. Wu Yi, les observant, remarqua qu'ils avaient une certaine culture, mais que les armes qu'ils utilisaient n'étaient pas de son époque. Pourtant, il ne lui fut pas difficile d'immobiliser les armes en plein vol, et il voulut les capturer pour en apprendre davantage sur cette époque. D'un simple mouvement des mains, il déchaîna sa puissance sur eux, les frappant de plein fouet et les paralysant. Mais il fut surpris de constater qu'ils étaient trop fragiles et ne pouvaient résister à la moindre force. Le protagoniste aux longs cheveux noirs observa, derrière les buissons, le jeune homme tombé de la falaise. À côté du jeune homme, un appareil jouait. Trouvant l'appareil étrange, il décida de le prendre et de répondre par hasard à un appel de quelqu'un qui criait à l'autre bout du fil. Il remarqua que l'objet était dépourvu d'énergie spirituelle, mais qu'il était néanmoins capable de transmettre des sons. Il en conclut qu'après 2000 ans, de nombreux dangers avaient dû surgir et qu'il lui faudrait adopter une autre identité. Regardant le jeune homme tomber, il dit qu'il prendrait ses biens et lui offrirait une sépulture décente. Maintenant, à la vue du jeune homme tombé, il pensa que s'il avait des ennemis ou des problèmes, il chercherait à se venger. Pendant ce temps, dans la cité universitaire de Taizhou, dans une rue commerçante, une jeune femme était déprimée, refusant d'épouser le petit-fils de grand-père Yi simplement parce qu'il avait sauvé ses parents. Son ami dit à Zhang Qiaoru de ne pas s'inquiéter. Tant qu'elle resterait dans cette ville, ses parents ne la forceraient pas. Elle expliqua à son ami, Lin Shanshan, que les fiançailles avaient été arrangées par son grand-père, grièvement blessé l'année précédente. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle devait épouser quelqu'un pour cette raison et songeait à trouver un médecin miraculeux. Ailleurs, volant dans le ciel, le protagoniste pensait que le corps qu'il avait pris avait la même identité que lui. Dans ce cas, il emprunterait cette identité et rejoindrait la secte pour en savoir plus. Il aperçut quelque chose d'immense et vola dans cette direction. À l'intérieur de l'avion, les passagers aperçurent un homme volant. Le protagoniste trouva étrange que le vaisseau volant n'émettait aucune énergie spirituelle. En vol, il pensa qu'il devait rencontrer de nombreuses personnes puissantes. Mais il s'écrasa contre la vitre. À l'intérieur, un couple était agacé par le bruit. Après avoir heurté la vitre, il sembla incapable de s'adapter et tomba au sol. Il réalisa qu'il avait été imprudent de tomber d'une telle hauteur. Mais, comme il était déjà dans le champ, il décida d'admirer le paysage jusqu'à ce qu'une ombre recouvre le paysage et surprenne le jeune homme. La simple présence d'un lion massif le terrifia, pour finalement réaliser qu'il ne s'agissait que d'une petite fille portant un sac à dos en forme d'animal. L'enfant posa de nombreuses questions, pensant que l'homme était fatigué parce qu'il avait faim. Il répondit poliment et remarqua que la jeune fille manquait d'énergie spirituelle.
Ce court vol l'avait épuisé. De ce fait, il se sentit un peu instable et s'assit sur le banc, se disant que jusqu'à ce qu'il atteigne le stade de l'âme naissante, il devait rester discret. Tandis qu'il réfléchissait, la jeune fille à côté de lui offrit un encas, car il avait besoin de récupérer. Il la remercia et proposa qu'ils mangent ensemble. Il goûta des frites pour la première fois. Assis sur le banc, il pensa que le monde était chaotique et que les mortels ne portaient même pas de vêtements convenables. Il y songea en voyant passer deux jeunes filles vêtues de tenues extrêmement courtes. En revanche, il remarqua que les enfants restaient innocents. Malgré la difficulté de la vie, la nature humaine restait la même. La jeune fille fut alertée lorsqu'elle entendit sa mère l'appeler. Inquiète, la femme ignorait où sa fille s'était égarée. Elle avait une apparence raffinée et était accompagnée de deux gardes du corps. Dès qu'elle vit sa mère inquiète, la jeune fille sauta du banc pour courir vers elle. L'un des gardes du corps de la jeune femme ne posa aucune question et se précipita aussitôt pour frapper le protagoniste. Il parvint à esquiver le premier coup. Mais l'homme lui saisit la tête et le bras simultanément. Il tenta de lui tordre le bras et de le cogner contre le banc. Cependant, la seule force mentale du protagoniste suffisait à le faire reculer. Le garde du corps recula et dit qu'il aimerait le combattre à nouveau, lui demandant d'attendre. La jeune femme riche se demanda pourquoi Olai était si impatient de se battre. Pendant ce temps, la petite fille frappait dans ses mains, pensant que son frère aîné était très fort. La mère inquiète demanda à Yin Yin ce qu'elle faisait avec ce jeune homme. Après avoir entendu les explications de sa fille, la femme ordonna au garde du corps de s'excuser. S'inclinant, il s'excusa auprès du protagoniste, toujours assis sur le banc, disant qu'il le prenait pour un kidnappeur. Très polie, la femme s'approcha de lui, le remercia de prendre soin de sa fille et lui tendit un paquet. La voiture était déjà prête pour le départ, mais la petite fille voulait dire au revoir à l'ami qu'elle s'était fait. En lui tenant la main, il remarqua que malgré son jeune âge, elle souffrait déjà d'une étrange maladie. Il mit la main dans sa poche. Il en conclut que la guérir ne serait pas difficile. Il murmura à l'oreille de la fillette et lui donna un comprimé, lui disant que si elle ne se sentait pas bien, elle pourrait prendre ce bonbon. Après cela, elle alla retrouver sa mère en voiture et lui fit ses adieux. Le chauffeur informa la femme qu'ils avaient rendez-vous avec le docteur Exu, le médecin miraculeux. Le chauffeur remarqua que la fillette tenait quelque chose dans ses mains et demanda à jouer un peu avec avant de le jeter. Pour lui faire plaisir, la mère dit qu'elle pouvait fonder de grands espoirs sur le docteur miraculeux. Pendant ce temps, la fillette semblait fascinée par la pilule qu'elle tenait, mais soudain, elle se sentit mal. La mère lui demanda comment elle allait. Inquiète, elle exhorta le chauffeur à accélérer pour aller retrouver le médecin miracle. La petite fille se souvint de ce que le jeune homme lui avait dit au parc. Chez le docteur Ziyu, alors qu'il rangeait ses livres, il aperçut une personne en détresse à bord d'un véhicule. La femme entra, suppliant le médecin de sauver sa fille. Le médecin lui demanda de se calmer, car il était doué pour soigner les malades. Après avoir dit cela, il prit le pouls de la petite. Après avoir soupiré, le médecin lui dit de se préparer au pire, car il ne pouvait rien faire. À ces mots, la femme commença à se sentir faible et se remémora les moments heureux qu'elle avait vécus avec sa fille. Désespérée, la mère se prosterna aux pieds du médecin, le suppliant de sauver la vie de Yin Yin. Elle pleura et implora de l'aide, mais le médecin lui expliqua qu'il ne pouvait que soulager la douleur de la fillette. Honnêtement, il affirma que seule la pilule de rajeunissement des 9 révolutions pouvait la guérir. Alors que la jeune fille tenait la pilule dans ses mains, un arôme se répandit. Au milieu de son explication, le médecin remarqua une odeur intense provenant de la direction de l'enfant. Une odeur si particulière qu'il ne put l'ignorer. En la regardant, il vit quelque chose lui échapper des mains. Il la rattrapa rapidement avant que la petite boule ne touche le sol. Portant la pilule à son nez et humant son arôme, il comprit que c'était exactement la formule dont il avait besoin. La mère expliqua qu'elle avait aidé un homme dans un état critique et qu'il avait donné cette pilule à sa fille. Choqué, le médecin annonça à la femme que cette pilule pourrait sauver la vie de la jeune fille. Au milieu des larmes et des sanglots, elle demanda si sa fille pouvait être sauvée. Lui, exprimant sa joie, leva les mains et se proclama le meilleur médecin, affirmant que personne ne pouvait le surpasser. Remettant la pilule à l'enfant, il expliqua à la mère que l'homme qui la lui avait donnée n'était pas pauvre du tout. Il lui assura que sa fille irait bien et qu'elle avait juste besoin de repos. Lorsque la femme remercia le médecin, il répondit qu'elle devrait plutôt remercier le jeune homme qui lui avait donné la pilule. Puis il demanda à la femme de le lui présenter, car il souhaitait en savoir plus sur lui. Cependant, la femme admit ne pas le connaître non plus. Le chauffeur se souvint avoir vu le jeune homme devant une université et, vu son âge, supposa que c'était là qu'il étudiait. La femme pensa que c'était une bonne idée et se rendit rapidement à l'université pour découvrir qui était ce jeune homme. Pendant ce temps,
Le médecin estima qu'il devait aider cette existence sacrée à rester cachée. Désormais plus calme, la mère estima que sa famille devait resserrer les liens avec ce jeune homme. Loin de toute cette agitation, le protagoniste se promenait lorsqu'il reçut un appel. Il trouva cela étrange, car l'appareil n'avait sonné qu'une seule fois auparavant et était resté silencieux pendant un long moment. Soudain, il sonna de nouveau. En décrochant, il entendit une voix à l'autre bout du fil lui demandant où il était. Tandis que la personne parlait, il trouva la voix familière et demanda s'ils étaient libres pour déjeuner. Cette voix lui fit monter les larmes aux yeux. C'était comme s'il avait été transporté dans un autre temps et un autre lieu rien qu'en l'entendant. Puis il dit à sa tante de ne pas s'inquiéter, car il arriverait à temps pour le déjeuner. Il devint pensif, car il avait d'abord rencontré un jeune homme portant le même nom que lui, et maintenant cette tante avait la même voix que la femme de son maître. Il se souvint aussi qu'avant de partir, son maître avait laissé des objets dans la propriété sexuelle. Il pensa que ces objets pourraient peut-être l'aider à trouver des réponses. Dans la grande demeure, quelqu'un fut contrarié que la tante ait invité le jeune homme à déjeuner. Un ami fit remarquer qu'il pourrait les surprendre par son apparence, mais la jeune femme répondit qu'elle n'était pas si superficielle. L'ami compara le jeune homme inconnu à Zheng Xiang, le président du conseil étudiant. Alors qu'ils discutaient, quelqu'un arriva et demanda si tante Ju était là. Dehors, le visiteur demanda s'il s'agissait de la villa de montagne Yunwu dont Zhao avait parlé. Alors qu'il l'appelait, les deux filles l'observèrent, cachées derrière des buissons. Ils se souvinrent que le garde du corps était allé chercher la tante, et ils se retrouvèrent donc seuls à la villa. Discutant entre eux, ils décidèrent d'appeler le roi lion pour l'effrayer. Leur plan étant prêt, la blonde aux cheveux longs ordonna au roi lion de sortir. L'énorme animal bondit vers le protagoniste à la porte. Tandis que le lion grognait, la jeune fille aux cheveux courts demanda à son ami si cela fonctionnerait vraiment. Cependant, à leur surprise, c'est exactement le contraire qui se produisit. Le roi lion, au lieu d'attaquer, se comporta comme un chaton apprivoisé. Cet énorme animal ressemblait maintenant à un petit chien affectueux, se frottant contre les barreaux pour obtenir de l'affection. Tandis qu'il parlait à l'animal, le protagoniste entendit à nouveau cette voix. Se retournant, il vit une image qui lui rappela des souvenirs. La femme devant lui ressemblait beaucoup à la femme de son maître. En la voyant approcher, il remarqua sa ressemblance, non seulement par sa voix, mais aussi par son apparence. La femme trouva amusant la façon dont le jeune homme s'adressa à elle et lui dit qu'il pouvait l'appeler, comme toujours, tante Jio. Il regarda la fille se jeter dans les bras de sa mère, lui disant qu'elle lui avait manqué. La fillette raconta alors à sa mère que l'homme était entré et avait effrayé le roi lion. Voyant que sa fille était impolie envers l'invité, il la tapota légèrement. Puis elle lui demanda de cesser son impolitesse et de saluer le jeune homme comme il se doit. La fillette eut à peine le temps de protester que sa mère lui répondit que cet homme était quelqu'un avec qui elle avait grandi. Vite, Joe poussa sa fille vers le jeune homme et lui demanda de lui faire visiter la maison. Puis elle dit qu'elle avait quelque chose à faire et que sa fille devait bien s'occuper de leur invité. Excité, le protagoniste pensa que la jeune femme engagerait la conversation et se dit ravi de la rencontrer. Cependant, il resta perplexe, la fille étant partie depuis longtemps. Pourtant, il ne s'inquiéta pas. Il pensait traiter ces gens comme s'ils étaient sa famille, 2000 ans plus tard. En entrant dans la propriété, il ressentit quelque chose d'étrange et remarqua rapidement une formation spirituelle. Il comprit rapidement que cette formation sapait la vitalité de la famille du maître. Le protagoniste conclut que celui qui avait fait cela n'en comprenait même pas les bases. La jeune femme gâtée compara l'endroit où il vivait à cette grande demeure. On mentionna également que cet endroit était autrefois un bâtiment abandonné. 18 ans auparavant, son grand-père rencontra un maître Feng Shui qui modifiait les veines énergétiques de la Terre. Ramassant une feuille d'arbre, le protagoniste demanda si ce maître Feng Shui était très puissant. Excitée, la jeune femme raconta que des années auparavant, lorsque son grand-père tomba malade, c'est ce maître qui lui avait sauvé la vie. Fort de cette information, le protagoniste commença à se méfier de ce soi-disant maître Feng Shui. Alors qu'il se promenait dans la propriété, la jeune femme entra dans la demeure, mais avec beaucoup de réticence. À ce moment, un employé arriva et s'adressa au protagoniste en l'appelant Monsieur Yi, ce qui poussa la jeune femme à le réprimander. Cependant, le protagoniste resta poli, espérant que la situation s'améliorerait. Après le déjeuner, les filles caressaient le chien. Chara était visiblement contrariée, pensant que sa mère flattait l'intrus sans raison. Son ami lui suggéra de passer plus de temps à l'école et de ne pas rentrer chez elle, ou de rejoindre l'équipe du professeur Wang. La jeune fille blonde trouva l'idée géniale et décida d'appeler le professeur plus tard pour commencer à assister à ses cours. Regardant par la fenêtre, elle songea à renoncer à ses vacances et à laisser le jeune homme seul à la maison.
Son ami trouvait l'attitude de Sero un peu cruelle. Pendant ce temps, le jeune homme parlait à Anju et lui demandait d'apporter une pilule de santé à grand-père John. La femme prit la pilule et le remercia. Heureux de sa gentillesse, il l'accompagna jusqu'à la portière de la voiture. Pensant qu'avec son aide, il avait désormais une identité intéressante. En partant, il songea qu'il se reposerait une journée avant de rejoindre la secte sous les traits d'une université. Soudain, il sentit l'intention malveillante d'un artiste martial, et il avait raison. Non loin de là, plusieurs hommes étaient prêts à achever leur mission, l'éliminer. Ils encerclèrent le manoir, observant les moindres faits et gestes du protagoniste. Croyant pouvoir le prendre au dépourvu, ils lancèrent un objet pointu dans sa direction. Aussitôt, ils se jetèrent tous sur lui, cherchant à le coincer. Ils crièrent si fort derrière l'homme que les oiseaux s'envolèrent. Ils croyaient que cet homme était incroyablement audacieux pour éliminer leurs camarades. Chacun voulait donner 2 options au jeune homme, car il semblait jeune et pouvait comprendre. Cependant, avant même de pouvoir présenter la deuxième option, ils furent pris au dépourvu par la rapidité du protagoniste. L'homme de main se croyait différent. Malgré cela, le chef ne fut pas du tout surpris. Il leur ordonna de se séparer et de le chercher jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Le chef pensait déjà que s'il parvenait à apprendre cette technique de disparition, son statut augmenterait considérablement. Malgré cela, il resta calme, car il possédait une boussole capable de localiser cet homme n'importe où. Cependant, il trouva étrange que l'objet se pointe vers lui. Avant qu'il puisse réagir, l'ennemi le prit au dépourvu. D'un simple coup léger, il sentit ses yeux se fermer. Après avoir ligoté le chef et ses subordonnés, le protagoniste voulait qu'ils avouent tous pourquoi ils le poursuivaient. Le chef du groupe resta silencieux, ne pensant qu'aux compétences impressionnantes de ce garçon. Cependant, il ne dit rien, car il était encore plus terrifié par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ils préférèrent tous s'empoisonner plutôt que de s'occuper de cet autre homme. Yi-Woo, voyant cela, comprit qu'il faisait partie d'une escouade surentraînée. Ignorant la colère de la personne derrière sa nouvelle identité, il pensa qu'il valait mieux s'entraîner davantage. Créant une flamme bleue dans ses mains, il la projeta sur les corps au sol. Sans laisser de traces, il se dirigea vers l'université. Ailleurs, des personnes cherchaient des nouvelles du groupe envoyé à la poursuite du protagoniste. En vérifiant les systèmes, ils constatèrent qu'il n'y avait plus aucun signal de vie de leur part, comme s'ils avaient disparu. Un homme dans l'ombre, furieux, se mit à l'œuvre. Ce groupe, doté de ressources considérables, tentait de localiser les disparus à l'aide d'un drone. Après avoir analysé les données et confirmé qu'une bagarre avait eu lieu à l'endroit où les soldats avaient disparu, l'homme entra dans une rage folle. Perdant le contrôle, il libéra son pouvoir sur ceux qui l'entouraient. La force qu'il déchaîna fut si puissante qu'elle brisa portes et fenêtres. Son ordre était clair. Envoyer quelqu'un de compétent pour terminer le travail. Peu après, Atreux fut affecté à la mission. Loin de là, le protagoniste semblait avoir des problèmes avec les transports en commun. La technologie de ce monde était trop futuriste pour lui. Il choisit de rester discret, ignorant l'attention qu'il risquait d'attirer. En y réfléchissant, il croisa un homme accompagné de 2 femmes. L'homme semblait malade. Cela attira l'attention du protagoniste, qui s'arrêta pour l'observer de plus près. À son approche, les femmes l'avertit de la prudence, présumant qu'il s'agissait probablement d'une arnaque. En les regardant, il pensa que dans ce monde chaotique, les gens étaient devenus froids et indifférents. Pourtant, son maître lui avait toujours appris à éviter l'injustice. C'est pourquoi il décida d'agir et plaça une pilule dans la bouche de l'homme, le laissant appuyer contre le mur, avant de partir peu après. Il pensa que cet homme avait eu de la chance de l'avoir rencontré. Tandis qu'il s'éloignait, les femmes, jusque-là sceptiques, étaient à présent fascinées. Pendant ce temps, l'homme malade était toujours appuyé contre le mur. Soudain, il ouvrit les yeux comme s'il était revenu à la vie. Une autre personne à proximité s'inquiéta pour sa santé. L'homme savait qu'il avait subi une crise, mais, encore un peu abasourdi, il se souvint du jeune homme qui lui avait donné la pilule. Après avoir été maintenu debout, il conclut qu'il devait remercier son bienfaiteur pour sa gentillesse. Désormais à l'université Azer, Shower était soulagé d'être de retour, car cela lui permettait d'échapper au protagoniste. Son amie lui raconta qu'elle avait entendu parler d'un nouvel étudiant et espérait qu'il était beau. L'enseignante demanda le silence avant de l'accueillir. Certaines filles le trouvèrent séduisant, mais Xiaoru lui trouva un air familier. Soudain, les 2 amis commencèrent à chuchoter qu'il s'agissait peut-être de Yi-Woo. L'enseignante demanda au nouvel élève de se présenter. Le jeune homme choisit de se présenter sous son vrai nom, Yi Baekong. Sa concision finit par attirer l'attention des filles de la classe. Xiaoru fut soulagé de constater que, malgré le même nom de famille,
Leurs noms étaient différents. Son ami, cependant, ne perdit pas de temps et informa l'enseignante qu'une place était disponible à côté d'elle. Comme la place était près de Xaro, l'enseignante lui demanda son avis. La jeune femme, très intéressée, dit que ce serait merveilleux de s'asseoir à côté de lui. Cependant, avant que l'enseignante puisse indiquer à Yi Bequin sa place, il était déjà parti. Elle soupira en le regardant s'éloigner, tandis que les filles à proximité admiraient sa présence. Ignorant plusieurs demandes de s'asseoir à côté d'autres élèves, il s'approcha d'une jeune femme aux cheveux courts et lui demanda s'il pouvait s'asseoir avec elle. Alors que le protagoniste s'installait à côté de la belle jeune femme, des hommes l'observèrent de loin, mécontents de son attitude. Peu après, la cloche de la récréation sonna, forçant plusieurs élèves à quitter la classe. Dans le couloir, un grand jeune homme blond posa une main sur l'épaule du protagoniste, cherchant visiblement les ennuis. Son ami roux, irrité, lui ordonna de rester loin de Charo. Restant calme, Iwi sourit et les assura qu'il resterait loin de cette fille, faisant même des détours si nécessaire. À présent légèrement éloigné des trois, il ne put s'empêcher de faire jaillir une petite étincelle dans les cheveux du roux. Pourtant, aucun des trois ne remarqua que ses cheveux roux commençaient à fumer. Pendant ce temps, Yi Wu continuait vers la cour. Dans le couloir, les cris redoublèrent tandis que les cheveux du jeune homme prenaient feu. Dehors, il songea à l'inutilité de prétendre avoir du pouvoir sans avoir suffisamment de cultivation. En descendant les escaliers, il voulut savoir où se trouvait la bibliothèque, car il avait envie d'y jeter un coup d'œil. Alors qu'il la cherchait, deux filles le félicitèrent d'avoir choisi Wu Teying pour s'asseoir à côté. En le voyant approcher, elles pensèrent qu'il s'en prenait peut-être à l'une d'elles. Cependant, il les aperçut de loin et ne sembla pas ravi de ce qu'il vit. Pour couronner le tout, un oiseau passa à côté de lui et déféqua sur sa chaussure impeccablement cirée. Irrité, il se baissa pour la nettoyer tandis que le vent soulevait la jupe de Xiaro, la forçant à la maintenir avec ses mains. Son ami aux cheveux courts, voyant le jeune homme s'agenouiller pour cirer sa chaussure, crut qu'il avouait ses sentiments à Xiaro. Xiaro, entendant son ami dire cela, s'enfuit en criant qu'elle était encore jeune et qu'elle ne voulait s'engager avec personne. Le protagoniste était complètement désemparé, car, selon lui, on ne pouvait avouer ses sentiments à quelqu'un sans au moins lui offrir des fleurs. Ailleurs, le jeune homme roux, désormais complètement chauve, était furieux de s'être fait avoir. Le jeune homme chauve était alors rempli de haine. Non seulement il avait perdu ses cheveux, mais il croyait aussi que l'homme avait avoué son amour à Kizaru. Son intention était maintenant de castrer le protagoniste afin de ne plus causer d'ennui à sa déesse. Pendant ce temps, le protagoniste était dans la bibliothèque, feuilletant des livres, sous les moqueries de ses camarades. Cependant, l'inscription sur la porte attira son attention, car elle lui semblait familière. Il pensa qu'il existait peut-être une méthode exécutive. C'était la salle des documents anciens, et quelqu'un dans la bibliothèque tenta de l'en avertir. Peu après, un professeur entra et demanda le silence, car ce n'était pas un endroit propice à la conversation. Un garde demanda au professeur s'il cherchait un livre en particulier. Il répondit qu'il avait besoin de documents anciens. Le professeur voulut alors savoir qui se trouvait dans la salle des documents anciens, car la porte était ouverte. Le garde répondit aussitôt qu'il arrêterait quiconque y serait entré sans autorisation. Indifférent, le protagoniste était dans la pièce, examinant des écritures intéressantes. Sans s'en rendre compte, le garde fit irruption, lui cria dessus et lui posa une main sur l'épaule, lui ordonnant de partir immédiatement. Le protagoniste répondit simplement qu'il était là pour lire, mais le garde refusa de l'entendre, le croyant incompétent. Le professeur, quant à lui, avertit le jeune homme de faire attention aux documents, car ils étaient anciens et ne pouvaient être endommagés. Alors que le garde insistait pour le faire sortir immédiatement, le professeur lui demanda d'attendre un instant. Le professeur lui parut familier, puis se souvint que c'était lui qui l'avait déjà aidé. Fort de cette constatation, tandis que le garde voulait le punir, le professeur lui ordonna de s'excuser rapidement auprès du jeune homme. En entendant la réprimande du professeur, le garde pensa qu'il avait offensé un lien puissant. Pendant ce temps, d'autres étudiants murmuraient que le jeune homme ne comprenait même pas les bases et qu'il était là uniquement pour semer le trouble. Wan pensait que ces garçons aimaient faire des histoires. Cependant, il y vit une excellente occasion de tester la compréhension de ces textes par son bienfaiteur. Voyant toute cette agitation, le protagoniste pensa qu'il avait dû faire quelque chose de mal dans cette secte et savait qu'il ne pouvait se permettre de perdre son déguisement. Il fit donc de son mieux et lut à voix haute un article du manuscrit ancien, écoutant chaque mot prononcé par le jeune homme. Le professeur réalisa qu'il pouvait même combler les lacunes du texte. C'était sa propre recherche, et mot pour mot, c'était incroyable. Pendant ce temps, tout le monde voulait savoir si le jeune homme avait bien lu. Se retournant et regardant le professeur, il vit que l'homme était accroupi et s'inquiétait pour son bien-être.
Lorsque le professeur se leva et lui annonça qu'il allait bien, le protagoniste eut l'impression de le connaître. Après un moment de réflexion, il réalisa que l'homme devant lui était le même qu'il avait aidé auparavant. Cependant, cela n'avait aucun sens. Après avoir avalé une de ses pilules, il aurait dû être aussi fort qu'un bœuf, mais au lieu de cela, il semblait s'effondrer. Soupçonnant que l'homme ne demandait que plus de pilules, le protagoniste quitta rapidement les lieux. Le professeur, quant à lui, était curieux de savoir quel livre l'étudiant avait pris et demanda au garde de vérifier. Au bout d'un moment, le garde apporta le livre au professeur. L'étonnement du professeur était visible. Comment quelqu'un d'aussi noble avait-il pu choisir un livre aussi simple? Alors que le protagoniste quittait la bibliothèque, il était observé par le trio, attendant sa revanche. Cela ne passa pas inaperçu au protagoniste, qui comprit qu'il se dirigeait vers lui. De plus, il remarqua la présence de deux groupes distincts. Avec un large sourire, il décida de s'amuser avec eux. Les heures passèrent, et il laissa les groupes le suivre jusqu'à la maison où il logeait. D'un air moqueur, il pencha la tête en arrière et demanda, puisqu'il le suivait depuis si longtemps, s'il souhaitait faire une pause. Le groupe le plus proche était celui du trio de l'école, en quête de vengeance pour sa confession à la déesse Shiro. C'est pourquoi le dernier chauve l'avait suivi, avec l'intention de le castrer. Cependant, le second groupe voulait également en finir avec le protagoniste. En conséquence, les deux groupes finirent par s'affronter. Mieux préparé, le second groupe submergea le premier. Le masqué cria aux autres de récupérer l'objet en premier, car tout cela commençait à agacer le protagoniste. Tous ces gens semblaient comme des mouches le poursuivant, exigeant quelque chose dont il ignorait tout. Lorsqu'il répondit ne pas comprendre de quoi il parlait, ils l'accusèrent de faire semblant et le chargèrent. Sans trop d'efforts, il bondit et esquiva les attaques. Le chef du groupe, un homme portant un masque noir, déclara qu'il ne laisserait pas le jeune homme s'échapper. Le protagoniste en avait déjà assez d'eux et n'avait aucune intention de les laisser faire un pas de plus. Irrité, il fit apparaître plusieurs chaînes dans leur direction et leur demanda pourquoi il voulait éliminer la famille du maître. Il mentionna également qu'il s'inquiétait récemment de la façon de briser cette formation. Maintenant que les ennemis s'étaient livrés sur un plateau d'argent, il ferait bon usage de leur sacrifice. Grâce à sa magie, il parvint à défaire la formation en un clin d'œil. Ailleurs, le responsable de la formation sentit l'instant précis où elle se brisait. Le vieil homme aux cheveux blancs se retourna et appela l'un de ses vassaux. Le serviteur répondit promptement à son maître, lui demandant ce qu'il pouvait faire. Le maître lui ordonna d'aller enquêter sur ce qui s'était passé. L'équipe ne revenant pas, quelqu'un dut se rendre au manoir pour enquêter. Sur l'un des piliers de la porte, un homme observa et confirma que le jeune homme avait brûlé toutes les preuves. Le protagoniste, désormais ailleurs, éternua dans la rue, pensant que quelqu'un parlait ou pensait à lui. En y réfléchissant, il resta immobile, lorsqu'un homme qui faisait de l'exercice le heurta accidentellement. La collision fut si violente que l'homme tomba au sol, complètement désemparé. Après avoir heurté le protagoniste, l'homme était visiblement mécontent de l'interruption de son entraînement. Reniflant comme un animal sauvage, il planta fermement ses pieds au sol. Puis il sauta par-dessus le protagoniste, comme s'il n'était qu'un obstacle de plus dans sa routine quotidienne. Après cela, le jeune athlète remarqua que sa poche était déchirée. Menant la scène, il se dirigea vers une cachette où un homme, mal déguisé, fixait un portefeuille vide. Déconcerté, il crut que cet homme lui avait fait perdre son temps. Plus tard, le protagoniste poursuivit son chemin et se rendit au dortoir des hommes de l'université. Arrivé à sa chambre, il frappa à la porte et la personne à l'intérieur demanda qui c'était. Sans la moindre inquiétude, un homme potelé en sortit. Mais à la vue du protagoniste, il se mit à transpirer abondamment. Yi-Woo, en le regardant, trouva ses vêtements familiers. Après l'avoir analysé plus attentivement, il réalisa qu'il s'agissait du même vieil homme déguisé qui lui avait volé son portefeuille plus tôt. Cependant, comme il allait devoir vivre avec lui, il décida de faire semblant de ne pas l'avoir reconnu. Se comportant cordialement, il se présenta, précisant son nom et précisant qu'il était en première année de philosophie, classe de seconde. Le jeune homme, visiblement nerveux, lui rendit son salut et déclina son nom, même s'il pensait que les choses étaient déjà allées trop loin. Yi-Woo, en entrant, observa attentivement le dortoir et pensa que c'était ainsi que les choses fonctionnaient au siècle dernier. Son colocataire lui proposa de lui offrir un encas, puisque c'était leur première rencontre. Plus tard, ils étaient en train de dîner. Pendant ce temps, une camarade de classe du protagoniste arriva, ce qui le surprit beaucoup. Il la regarda et lui demanda ce qu'elle faisait la cithare. Quelque peu gênée, elle répondit qu'elle y travaillait à temps partiel. Alors qu'il parlait à une autre table avec un camarade, quelqu'un se montra impoli. Malgré cela,
La jeune femme resta polie, expliquant que le poisson grillé était encore en préparation. Suite à la plainte de cette table, elle s'approcha pour s'excuser. Cependant, ils estimèrent que des excuses ne suffisaient pas. Profitant des excuses de la jeune femme, un des hommes se montra impoli et fit des propositions inappropriées. Devant son absence de réponse, il déclara qu'elle ne pouvait pas le rejeter ainsi. Perdant patience, il se leva, saisit la jeune femme par le bras et prétendit être très connu dans le quartier. Voyant et entendant la situation se dérouler, le protagoniste ne put se retenir et s'avança. Il attira l'attention de l'homme et lui frappa la main pour libérer la jeune femme. Remarquant la tension croissante, l'homme potelé lui conseilla de reconsidérer sa décision, mais le protagoniste refusa. L'homme se croyait puissant et pensait que son autorité réglerait facilement la situation. Il ordonna à ses laquais de l'arrêter. Le gros homme, réalisant qu'il ne pouvait pas laisser faire, pensa qu'appeler la police serait peut-être le meilleur moyen de protéger son colocataire. Pendant ce temps, la situation s'envenima lorsqu'un des hommes se jeta sur le protagoniste. Ce dernier inclina légèrement la tête pour esquiver l'attaque. Puis, d'un seul coup de poing, il envoya les 3 hommes voler. La scène ressemblait à celle d'un film d'action, et le gros homme en croyait ses yeux. Pendant ce temps, la jeune femme lui demanda si son colocataire connaissait les arts martiaux. Un peu plus loin se tenait l'homme aux cheveux orange et aux lunettes qui, après avoir déclenché toute cette agitation, se sentait maintenant menacé. Ayant déjà traité certains d'entre eux, le protagoniste demanda si c'était fini. Cependant, l'homme aux lunettes répondit qu'il ne se laissait pas intimider si facilement. Il sortit un objet pointu et le pointa sur le protagoniste, pensant que cela l'effraierait. Tout se passa si vite qu'en un instant, l'homme était déjà à genoux, implorant son pardon. Le protagoniste ne savait où regarder, ni la jeune femme incroyablement impressionnée, ni sa colocataire. Regardant les étoiles, il s'inquiétait de l'heure tardive à laquelle la jeune femme devait rentrer. Visiblement effrayée, la jeune femme lui demanda s'il pouvait la raccompagner. La prenant par la main, il marcha jusqu'à sa maison. Chemin faisant, elle lui apprit que sa mère était gravement malade. À l'écoute de ces paroles, il pensa qu'il devrait l'aider à l'avenir. Voyant le jeune homme s'arrêter, la jeune fille lui demanda ce qui n'allait pas. Il répondit qu'il était simplement distrait. Cependant, il ne réalisait pas que cette étrange sensation était inhabituelle. Entre-temps, la jeune fille annonça son retour. Malgré cela, il ne partit pas immédiatement, attendant qu'elle entre. Au même moment, il sentit une aura sinistre flotter dans l'air. Il remarqua que cette aura étrange ressemblait à de l'énergie spirituelle. Il savait qu'à ce siècle, l'énergie spirituelle était faible, mais ici, elle était intense. Il devrait enquêter plus tard. Il vit une feuille sur laquelle était inscrit « Propriétaire obscur », tombé de nulle part devant lui. Le lendemain, dans les toilettes pour hommes, le trio poursuivait à nouveau le protagoniste. Il pensait pouvoir le prendre par surprise et le capturer. Pensant y être parvenu, ils lui jetèrent une cape sur le visage, recouvrant son corps, et commencèrent à le frapper. Personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur, mais beaucoup entendirent de grands cris provenant des toilettes. Au bout d'un moment, les 3 qui avaient tenté d'attraper le protagoniste plus tôt étaient à genoux, implorant son pardon. Le protagoniste fit comprendre que de simples excuses ne suffisaient pas, et l'un d'eux demanda ce qu'il devait faire pour les mériter. Voyant que la situation se présentait mal, le fauteur de troubles au crâne rasé tenta d'acheter sa liberté avec de l'argent. Suite à cette proposition, il reçut une gifle. Agacé, le protagoniste lui demanda s'il ressemblait à un mendiant, lui assenant une nouvelle tape sur le front. Il se demanda si c'était tout ce qu'il valait. Les choses ne se présentaient pas bien pour le trio. Le jeune chauve offrit donc 1000. Mais le protagoniste savait qu'il valait bien plus que cela et dit qu'il pouvait leur pardonner 10 000. Après 1000 ans, il fut surpris que les gens utilisent encore des portefeuilles, mais au moins, il obtint ce dont il avait besoin. Parmi les 3, l'un demanda s'il devait vraiment aller jusqu'au bout. Le chef leur dit de se taire. Le jeune chauve pensa qu'il valait mieux soigner leurs blessures d'abord, puis trouver comment gérer cet intrus. Lorsque la cloche sonna pour le début du cours, le professeur écrivait déjà une leçon au tableau. Pendant ce temps, le protagoniste commença à parler à sa camarade de classe à côté de lui demandant si sa famille cherchait un locataire. Un peu gêné, il répondit qu'il voulait louer la maison de sa famille. Au début, elle fut surprise. Souriant, il confirma que c'était vrai et qu'il avait même l'argent pour le loyer. Tandis qu'il parlait à la jeune femme, le professeur s'irrita, pensant manquer de respect. À ce propos, le protagoniste lui expliqua que son yin-yang était déséquilibré. Toujours très agacée, elle ne comprenait pas de quoi parlait l'élève. Lorsqu'il tenta de s'expliquer, elle l'interrompit. Furieuse,
Elle lui fit clairement comprendre qu'elle n'acceptait pas les élèves en difficulté dans sa classe et lui ordonna de partir. Le protagoniste expliqua clairement au professeur qu'il continuerait à étudier à la bibliothèque. Se tournant vers sa camarade, il lui demanda de lui réserver la location. En partant, la professeure poursuivit son cours, désormais sans que personne ne vienne la perturber. Près du livre posé sur son bureau, son téléphone sonna. Lorsqu'elle décrocha, elle réalisa que c'était le professeur Wine qui l'appelait. Elle n'arrivait pas à croire qu'une personnalité aussi importante l'appelle. Pourtant, il voulait qu'elle lui envoie un élève. Lorsqu'elle regarda la classe et demanda qui était Yi Bei-shen, ses camarades assis à côté de lui répondirent rapidement qu'il s'agissait de l'élève qu'elle venait d'expulser de la classe. L'enseignante était furieuse. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait fait quelque chose d'aussi compliqué. Plongée dans ses pensées, elle quitta la pièce, réalisant qu'elle s'était frottée à quelqu'un de bien informé. Pendant que l'enseignante s'inquiétait, le protagoniste lisait tranquillement un livre à la bibliothèque. Il ignorait que l'enseignante se précipitait vers lui à cet instant précis. Essoufflée, elle arriva à la bibliothèque à la recherche de l'élève. Il se retourna et lui demanda ce qu'elle faisait là. Rapidement, elle tenta de se racheter, s'excusant de l'avoir expulsé de la classe. Elle expliqua à l'élève que le professeur Wine l'avait personnellement invité à rejoindre son équipe. En s'approchant d'elle, le professeur lui dit qu'il ne connaissait pas ce professeur. Après lui avoir proposé de le retrouver au musée de l'Est, elle remarqua que le jeune homme ne lui prêtait aucune attention. Elle voulut savoir s'il n'était pas curieux. Il répondit simplement qu'il finirait de lire le livre en premier. Pendant ce temps, à l'infirmerie, le trio qui avait eu le malheur de se disputer avec le protagoniste était réuni. Le chef eut une idée. Il connaissait le chef de la rue et décida de l'appeler plus tard. Au bout d'un moment, ils aperçurent leur rival passer non loin. Le chauve décida que cette fois, il ne se laisserait pas faire et appela le chef de la rue, car il avait besoin de renfort. Le problème était que la personne dont il parlait n'était autre que le protagoniste. Cependant, l'homme aux cheveux orange n'en avait aucune idée. Il accéléra simplement sa moto, faisant une roue arrière pour atteindre l'endroit plus vite. Pendant ce temps, le trio croyait enfin se venger du protagoniste. En tant que chef du groupe, l'homme chauve était déterminé à récupérer l'argent qu'il lui avait donné. Voyant le vacarme qu'il faisait, le protagoniste leur demanda ce qu'ils voulaient. Juxing expliqua qu'ils avaient échoué auparavant, mais qu'ils avaient maintenant quelqu'un de puissant à leur côté. Alors qu'il parlait d'avoir appelé quelqu'un, l'homme aux cheveux orange arriva sur les lieux. Il demanda immédiatement où était la personne qui causait tous ces problèmes. Mais lorsque l'homme chauve désigna Yiwu comme cible, l'homme aux cheveux roux faillit faire une crise cardiaque. Reconnaissant immédiatement le protagoniste, il le regarda avec suspicion et comprit qu'il n'était plus du genre à le déranger. Cependant, voyant l'homme arriver, le protagoniste lui demanda s'il était celui qui allait gérer la situation. Sean, comprenant que l'homme chauve l'avait entraîné dans le pétrin, le gifla. L'homme chauve, se tenant le visage, ne comprenait pas pourquoi il était frappé. Il fut étonné de voir son chef s'incliner et s'excuser, affirmant s'être trompé au sujet de ce jeune homme. Toujours en se tenant le visage, l'homme chauve pensa qu'il ne l'avait jamais vu s'excuser auprès de qui que ce soit. Le protagoniste, se moquant de l'homme chauve, s'approcha de lui et lui dit de régler la situation lui-même. Et une fois de plus, il tomba à genoux, implorant son pardon. À bout de patience, le protagoniste lui demanda s'il cherchait à l'irriter à nouveau. S'inclinant et levant les yeux vers lui, il lui demanda combien il était prêt à payer pour la souffrance morale qu'il avait causée. Leji avait du mal à croire qu'il y avait désormais aussi une indemnité pour préjudice moral. Voyant l'hésitation du jeune homme, le protagoniste leva la main pour le rassurer, mais le jeune homme accepta rapidement de régler sa dette. Comprenant qu'il n'avait pas d'autre solution, il lui tendit sa carte, affirmant qu'elle contenait suffisamment d'argent. S'éloignant, satisfait de la carte, le protagoniste lui dit qu'il était libre de tenter une nouvelle confrontation. Pendant ce temps, quelqu'un l'observait depuis les buissons, pensant qu'il ne faisait que jouer quelques tours, mais le protagoniste sentit rapidement sa présence. Il remarqua également que quelqu'un avait détruit un piège qu'il avait tendu au manoir. Pensant que la femme de son maître était en danger, il se précipita sur les lieux au plus vite. La personne qui l'observait annonça son départ. Au bout d'un moment, il flottait au-dessus du manoir et remarqua une aura mortelle l'entourant. Son regard scruta le manoir et aperçut quelque chose. Il semblait percevoir l'aura de plusieurs personnes. D'autres semblaient s'approcher au loin. Cependant, cela ne fit qu'accroître l'envie de combattre du protagoniste. Flottant dans les airs, il sembla marcher vers ces individus. Quelques instants plus tard, il était déjà au sol, encerclé par plusieurs individus. L'envoyé du maître annonça qu'il était là à cause de la formation brisée par l'intrus, et il voulait savoir pourquoi l'homme devant lui l'avait détruite. Cependant,
le protagoniste, indifférent à ces inconnus, les frappa tous immédiatement. Il en désarma plusieurs en un instant et les avertit que s'ils ne voulaient pas être sévèrement punis, ils devaient s'écarter de son chemin. Voyant que ces personnes étaient inutiles, il jeta son arme au sol entre eux et la laissa simplement tomber en l'air. Voyant leur chef s'effondrer, il cria aux autres d'intervenir. En entendant les ordres, ils acceptèrent tous et tentèrent d'arrêter l'intrus. Cependant, le protagoniste n'était pas une cible facile à atteindre ou à éliminer. Ailleurs, une autre équipe l'attendait et suivait ses mouvements à la boussole. Le chef du groupe annonça que leur cible était proche et ordonna à tous de se préparer à l'attaque. Regardant autour de lui et voyant tant de monde présent, le protagoniste s'excita, car il pouvait désormais se battre de toutes ses forces. Il atterrit de nouveau sur le champ de bataille et parla d'une voix forte, déclarant que si quelqu'un le suivait, il devait s'arrêter et lui faire face. Certains furent impressionnés, pensant avoir observé en secret. L'équipe, embusquée dans la forêt, prit le groupe qui suivait le protagoniste pour des renforts. De ce fait, leur chef leur ordonna d'éliminer tous ceux qui se trouvaient avec le protagoniste. Idou, voyant que son plan fonctionnait, fut très satisfait. Ceux qui le suivaient furent pris au dépourvu lorsqu'ils comprirent qu'ils étaient attaqués. Ils commencèrent alors à se battre entre eux, comme le protagoniste l'avait prévu. À un moment donné, le groupe qui le poursuivait lança une attaque contre les autres. Soudain, le chaos s'installa et tous commencèrent à s'attaquer. Pendant ce temps, le protagoniste mangeait tranquillement sa pomme, pensant pouvoir s'asseoir quelque part et observer le combat. Les deux équipes s'affrontaient et constatèrent que les deux camps étaient très forts. Alors que la bataille touchait à sa fin, le protagoniste décida de survoler la zone et, s'approchant, demanda s'ils avaient besoin d'aide. Ce n'est qu'une fois que les chefs des deux gangs furent les seuls survivants qu'il décida de révéler la vérité. À cet instant, tous deux comprirent qu'ils avaient le même objectif depuis le début. Ils comprirent qu'ils avaient été manipulés pour se battre, exactement comme le protagoniste l'avait prévu. Entre eux, le protagoniste éclata de rire, trouvant amusant qu'il n'ait que des muscles. Après les avoir offensés, aucun des deux ne l'apprécia, et la situation s'aggrava lorsqu'ils comprirent son plan. Agissant avec insouciance, il pointa simplement du doigt l'un d'eux, insultant leur intelligence. L'homme à la boussole parvint à contenir sa rage et chargea le protagoniste, tentant de l'attaquer. Il parvint à s'approcher, mais pas assez pour porter un coup. Esquivant sans effort, le protagoniste fut surpris, se demandant comment un homme aussi médiocre ne pouvait pas être aussi incompétent. À bout de patience, il lui assena un puissant coup de pied au visage, le projetant valser. L'envoyé du maître remarqua que son adversaire possédait une technique de jeu de jambes incroyablement efficace. Malgré ce coup, l'homme réussit à se relever en grommelant. Lassé de combattre des faibles, le protagoniste suggéra qu'il fasse équipe pour mieux se battre. Cependant, l'homme en combinaison se croyait capable de tout gérer seul. Fort de cet état d'esprit, il lança une attaque, jurant de finir par frapper le protagoniste. L'espace d'un instant, il eut l'illusion de l'avoir coupé en deux. Le grand homme en combinaison ressentit une légère satisfaction. Mais sa joie fut de courte durée, car il entendit bientôt la voix du protagoniste juste à côté de lui, la taquinant. Avant qu'il puisse réagir, il reçut un violent coup de poing au front. Venant du protagoniste, ce n'était pas n'importe quel coup. Le coup était si puissant qu'il fit trembler le cerveau du grand homme. L'impact fut si violent qu'il s'effondra au sol, légèrement hébété, sous le choc de l'autre spectateur. Le protagoniste se tourna alors vers l'homme restant et lui annonça qu'il était le suivant. Tremblant, l'homme comprit que cet homme était vraiment étrange. Voyant que la situation s'annonçait mal, il décida de courir, prétextant qu'il le laisserait s'échapper juste pour aujourd'hui. Sa chance fut mince. Aussi rapide que l'éclair, le protagoniste passa devant lui. L'homme eut l'impression que le protagoniste venait de lui enfoncer une lance dans le cœur. Le choc fut si intense qu'il tomba au sol, incapable de faire grand-chose. Après avoir réalisé que personne n'était en état de continuer le combat, le protagoniste quitta les lieux. Un autre jour à l'université, Q se disait que cela faisait longtemps que personne n'avait rejoint cette équipe. Curieuse de voir qui seraient les élus cette fois-ci, elle attendit que les gens commencent à entrer dans la salle. Elle était déjà entrée, saluant Q, assis à la table. Heureuse, Q lui rendit son salut et demanda si tout le monde était là, car elle avait quelqu'un de nouveau à présenter. Lorsqu'ils demandèrent qui c'était, la femme répondit que la personne devait arriver. Arrivant et faisant bonne impression, la protagoniste demanda s'il s'agissait de l'équipe du projet Kin. La blonde gâtée fut impressionnée de voir qu'il ne s'agissait de personne d'autre que sa camarade de classe, Yi Bekon. La femme, qui irradiait d'intelligence, confirma qu'il s'agissait bien du projet Kin. S'approchant du jeune homme, elle en déduisit qu'il devait être le nouveau membre de l'équipe.
Voyant que ce beau jeune homme ferait partie de l'équipe, Gan fut ravi. Chara voulut se rapprocher du protagoniste, mais pensa qu'il valait mieux garder ses distances. Lorsque l'homme près d'elle remarqua où elle regardait, il devint jaloux. Pendant ce temps, l'étudiante demanda où était le professeur Wan et on lui répondit qu'il était en réunion. En observant le protagoniste parler, quelqu'un sembla avoir élaboré un plan. Se couvrant la bouche, ils pensèrent qu'il y aurait une scène mémorable plus tard. Quelques instants plus tard, quelque chose dans la poche du protagoniste émit un bip, comme une alarme anti-vol. Voyant que le plan avait fonctionné, l'homme cria aussi fort qu'il le put, accusant quelqu'un de vol. 2 gardes arrivèrent, voulant savoir qui causait des ennuis. L'homme jaloux désigna le protagoniste du doigt, affirmant qu'il était le voleur. Mais le protagoniste n'avait rien sur lui et comprit rapidement que l'homme avait caché quelque chose sur lui pour le piéger. La femme à qui il parlait lui demanda ce qu'il avait pris, même s'il affirmait n'avoir rien pris. Maintenant que son plan était en marche, l'homme jaloux prétendit avoir vu le jeune homme prendre une perle. Avec un sourire en coin, le protagoniste dit aux gardes de le fouiller autant qu'il le voulait. Avec sa permission, l'un des gardes commença à fouiller ses poches. Après la fouille, le garde regarda son collègue et confirma qu'il n'avait rien trouvé. Au milieu de toute cette agitation, l'homme jaloux finit par se ridiculiser. Le protagoniste fit alors remarquer que le seul à avoir crié était cet homme, donc la perle ne pouvait être que lui. Les choses allaient mal pour l'intrigant qui avait tenté de piéger le protagoniste. Suivant la suggestion du protagoniste, l'homme autorisa le garde à fouiller ses poches. Comprenant son devoir, le garde demanda au jeune homme de lever les bras pour une inspection plus approfondie. Tout comme il l'avait fait avec le protagoniste, le garde fouilla minutieusement les poches de l'homme. Contrairement à ce dernier, cette fois, il trouva quelque chose dans sa poche. Choqué par ce que c'était, il sortit la perle de la poche de l'intrigant. Ce dernier ignorait comment cet objet avait atterri là. Q, qui avait été injuste envers le protagoniste, découvrit alors qui était le véritable coupable. Pour couronner le tout, l'homme finit par avouer avoir jeté la perle dans les vêtements de Yi pour le piéger. Le protagoniste se contenta d'observer la situation, pensant qu'avec un tel niveau d'intelligence, cet homme ne pouvait même pas le concurrencer. Dès qu'il remarqua qu'une perle avait été placée dans sa poche, il réagit simplement, remettant la perle dans la poche de celui qui l'avait lancée. C'était désormais l'intrigant qui était en difficulté, car la femme déclara que, bien qu'il n'ait rien volé, ses actes étaient inacceptables et ne seraient pas tolérés. Malgré ses supplications, la sœur aînée ne changea pas d'avis. Elle lui dit simplement qu'il récoltait ce qu'il avait semé. Elle tenta de s'excuser au nom de l'équipe pour le malentendu. Le protagoniste répondit que ce n'était pas un problème tant que la vérité avait été révélée. Elle suggéra ensuite de dîner ensemble pour se racheter. Quelques heures plus tard, dans la soirée, ils se retrouvèrent pour boire un verre. Le protagoniste semblait passer un bon moment. Boire quelque chose, il trouva cela plutôt rafraîchissant. Tout le monde s'était réuni à l'endroit où son camarade de classe travaillait à temps partiel. Q se demanda pourquoi il avait choisi cet endroit parmi tant d'autres. Pendant ce temps, la serveuse servait les plats. Voyant une opportunité, il demanda à Wu Ting de lui montrer la maison. La prenant au dépourvu, il poursuivit en disant qu'il n'était pas nécessaire d'attendre un autre jour. Cela pourrait être ce soir-là même. Jiaru n'avait aucune idée de ce qui se passait entre eux. Satisfait du repas, le protagoniste prit congé des autres, leur disant de continuer à faire la fête, car il avait des choses à faire. Après avoir dit cela, il prit la jeune femme par le bras et annonça à haute voix qu'ils allaient tous les deux chez elle. Tandis que la blonde boudait, elle entendit des personnes à une autre table dire qu'ils avaient décidément quelque chose à se passer. Cette conversation l'irrita profondément, car elle croyait encore avoir une chance avec cet homme. Pendant ce temps, quelque part en ville, la jeune femme lui faisait visiter la maison, ouvrant la fenêtre pour dévoiler la vue. Regardant dehors, il dit qu'elle était très belle. La jeune fille lui expliqua que ce n'était pas trop cher, seulement 500 par mois. Sans hésiter, il sortit une carte de crédit, la lui tendit et dit qu'il y avait 10 000 dedans et qu'il paierait plus une fois installé. Répondant à la jeune femme, il expliqua qu'il comptait louer la maison pour une longue durée, donc que ce n'était pas beaucoup. Visiblement ravie, elle lui dit qu'il devrait se reposer et qu'elle partirait la première. Après son départ, il commença à se familiariser avec l'énergie spirituelle des lieux. Comme il avait soupçonné, l'énergie y était effectivement riche et commençait à se concentrer. Mais un grognement sourd attira son attention, interrompant sa cultivation. Il alla à la fenêtre pour voir ce que c'était et, sans hésiter, sauta à terre. De loin, il reconnut le roi lion, mais il ignorait ce qu'il faisait là. Cependant, la grande bête s'apprêtait à se battre en duel avec une créature spirituelle sous la forme d'un loup. Le protagoniste observa la scène,
trouvant étrange la présence d'une créature spirituelle dans un tel endroit. En peu de temps, il comprit ce qui se passait et fonça sur la créature de toutes ses forces. D'une attaque explosive, il libéra suffisamment d'énergie pour la paralyser. Il observa la créature tenter une nouvelle action. Toujours insatisfait, il ouvrit la gueule du monstre pour voir ce qu'il contenait, puis porta une nouvelle attaque. Un coup de pied puissant projeta la bête au loin, engloutie dans la fumée et la poussière. Il observa la traînée laissée par la créature. Le protagoniste accomplit tout cela sans perdre l'élégance de ses mouvements. Après avoir été projeté, la grande bête spirituelle resta immobile, les quatre pattes en l'air. Incrédule, elle n'ouvrit qu'un œil en regardant l'ennemi approcher. Le protagoniste se préparait déjà au coup fatal, tandis que la créature grognait. Après un éclair de lumière et une vague de puissance, il ne resta que le noyau. À cet instant, le noyau semblait sous l'évaluation du protagoniste. Peu après, il fut absorbé par lui. Cela lui fit acquérir une puissance quasi angélique, d'immenses ailes blanches et un halo lumineux apparut autour de lui. Cependant, il retomba bientôt au sol, et le puissant roi lion ne sembla pas ravi. Yi Wu demanda à la bête si elle agissait ainsi parce qu'il avait pris sa proie et l'avait dévorée. Malgré sa colère, le roi lion bondit vers une poubelle et commença à la fouiller. Trouvant le comportement suspect de la bête géante, le protagoniste continua d'observer ses prochains mouvements. Soudain, quelque chose attira son attention et lui fit écarquiller les yeux. C'était exactement ce qu'il s'était attendu. Il y avait là une veine spirituelle. Tout prenait alors tout son sens. Pas étonnant que tant de bêtes spirituelles apparaissent en ce lieu, attirées par la puissante énergie qui s'en dégageait. Feuilletant un livre, il remarqua que cet endroit était un trésor de Feng Shui. Cela éveilla son intérêt pour la technique de l'œil des 1000. C'était exactement comme il l'avait imaginé. La force de ce lieu était réelle et intense. L'énergie était si puissante que sa technique fonctionnait parfaitement. Cette technique lui permettait de voir à travers les murs et à de grandes distances. En regardant son colocataire se préparer à prendre une douche, ses sens commencèrent à réagir étrangement. Malgré cela, il ne pouvait détacher son regard, malgré le rougeoiement et la bave déjà présents. Après une brève démonstration de puissance, le jour se leva enfin. La jeune femme était maintenant dehors avec une ambulance. Le bruit du véhicule et le vacarme réveillèrent le protagoniste, qui voulait savoir ce qui se passait. Pensant observer d'un coin sans être vu, il remarqua que la mère de son ami était inconsciente. Wu Ting, profondément inquiète, voulut l'accompagner dans l'ambulance, mais on lui répondit qu'il n'y avait pas assez de place. Alors que les portes de l'ambulance se fermaient et que l'ambulance partait, la jeune femme ne put qu'assister à l'évacuation de sa mère. Voyant la détresse de son ami, le protagoniste s'avança pour lui demander ce qui se passait. Elle lui répondit que c'était sa mère. Sur ce, il sembla prendre une décision et demanda à être conduit auprès d'elle. Aux urgences, alors qu'elle était examinée par des professionnels de santé, l'état de la femme était critique. Les deux médecins qui l'examinaient diagnostiquèrent une maladie rare de chaleur extrême et de froid interne. De ce fait, ils conclurent qu'il ne leur restait plus qu'à la renvoyer chez elle. La fille et le protagoniste arrivèrent juste à temps pour entendre les paroles du médecin. La jeune femme fut bouleversée par ce qu'elle entendit. S'approchant de sa mère, elle lui demanda si elle allait bien, espérant de bonnes nouvelles. Désespérée, elle supplia les médecins de la sauver, malgré leurs affirmations inexplicables. Le protagoniste révéla qu'il connaissait la maladie et affirma pouvoir la traiter, malgré sa rareté. Bien sûr, ces paroles furent perçues comme une insulte par les médecins spécialisés. Aux yeux de ces deux médecins, le jeune homme n'était rien d'autre qu'un imbécile arrogant. Même si l'un d'eux lui demanda de partir, il insista pour rester et tenter d'aider. Les deux médecins ne parvinrent pas à se mettre d'accord sur la question de savoir s'il fallait laisser le jeune homme poursuivre son traitement. L'un d'eux suggéra de le laisser essayer, mais seulement avec le consentement d'un membre de sa famille. À ce moment critique, au lieu de l'aider, les médecins lui firent de vaines promesses sur ce qu'il ferait si le jeune homme réussissait. Le médecin regarda la fille et lui demanda si elle acceptait de laisser le jeune homme poursuivre le traitement. Les larmes aux yeux, elle accepta, car c'était sa dernière option. Sur ce, le médecin lui donna l'autorisation de poursuivre le traitement. Sans perdre de temps, le protagoniste lança un parchemin en l'air, comme pour lui ordonner de s'écarter. Ses mouvements près de la femme semblaient déchirer quelque chose d'invisible. Il injectait de l'énergie spirituelle en se concentrant sur les iridiens yin et yang. L'agitation fit ouvrir les yeux à la femme qui se mit à tousser. Peu après, elle se mit à vomir. Observant la scène dans son intégralité, la fille saisit aussitôt la main de sa mère, essayant de voir si elle allait bien. L'un des médecins, sans attendre la réaction complète du jeune homme, comprit qu'il était en état de choc. Pendant ce temps,
l'autre médecin lui montra du doigt, lui demandant de regarder de ses propres yeux ce qui s'était passé. Le regard de la femme était désormais vivant. Ses yeux étaient ouverts et elle pouvait voir sa fille. Même si elle ne pouvait s'empêcher de tousser, elle allait visiblement mieux et comprenait ce que sa fille disait. Le protagoniste lui répondit que la toux passerait, qu'il ne s'agissait que d'un effet secondaire de l'intervention récemment effectuée. Face à un résultat aussi incroyable, le médecin n'eut d'autre choix que de demander au garçon qui il était. Gêné, le médecin s'excusa de ne pas avoir reconnu ses capacités plus tôt. Le protagoniste répondit que ce n'était pas un problème et qu'il n'y avait pas lieu de s'excuser. Il lui suffisait de garder les yeux ouverts. La femme, se positionnant pour s'asseoir, demanda à sa fille qui était ce jeune homme. La jeune fille expliqua qu'il s'agissait d'un camarade de classe. Très reconnaissante, elle ne savait pas comment lui rendre l'appareil. Souriant, il répondit que ce serait facile de le rembourser. Il suffisait de l'emmener chez elle. Curieuse, la jeune femme lui demanda ce qu'il voulait faire chez elle. Il sourit simplement avec malice. La scène se coupe, ils sont déjà chez la jeune fille, devant une pile d'assiettes vides et un protagoniste en train de se régaler. Tandis que la jeune femme le regardait, stupéfaite par la quantité de nourriture qu'il mangeait, il continua à dévorer tout ce qui se présentait devant lui. Une fois rassasié, il laissa échapper un énorme rot, se déclarant satisfait. La jeune femme, se serrant dans ses bras, un peu troublée et rougissante, lui demanda s'il s'agissait bien du remboursement dont il avait parlé. Satisfait, il se leva et confirma qu'il s'agissait bien du paiement de l'appareil. La jeune femme baissa la tête et murmura que le remboursement lui semblait trop simple, mais il s'en fichait. Il lui souhaita simplement une bonne nuit et alla se reposer dans sa chambre. Encore troublée, elle lui rendit le bonjour d'un ton timide. Après son départ, elle releva enfin la tête et ses yeux pétillèrent. Elle considérait cet homme comme l'homme idéal pour un mariage. Tandis qu'elle était perdue dans ses pensées, il cultivait déjà dans la pièce, car la cultivation y était plus efficace. Il essayait de rester concentré, mais c'était difficile avec cet immense roi lion qui grognait à la fenêtre. À bout de patience, il se leva et s'approcha, demandant ce que le chien lui voulait. Laissant la bête s'expliquer, il découvrit que le manoir était envahi. Apprenant qu'Anjou était en danger, il devint furieux au point que les veines de son visage se gonflèrent. Il saisit le roi lion dans ses bras et s'envola, ne laissant derrière lui qu'une traînée de lumière intense. Sur place, plusieurs pelleteuses et ouvriers détruisaient la propriété. La femme remercia le maître de l'avoir prévenu, car si elles avaient été prises par surprise, la situation aurait pu être pire. Le maître expliqua que l'explosion avait brisé sa formation. Prête à tout pour résoudre la situation, la femme demanda ce qu'elle devait faire. Il répondit qu'il n'en fallait pas plus, juste une goutte de sang de son cœur. L'homme lui assura que l'extraction se ferait sans intervention chirurgicale. La femme accepta, à condition que cela puisse sauver son père. Il promit ensuite de l'emmener en lieu sûr pour l'intervention. Tandis qu'il partait, les élèves du maître chuchotèrent entre eux sur la naïveté de la femme. Ils savaient qu'après cela, elle ne survivrait pas. C'est pourquoi ils se hâtèrent de reconstruire la formation. L'élève devait poursuivre le bon travail accompli par le maître. Pour y parvenir, il entreprit de restaurer la formation. Tout semblait se dérouler comme prévu et il maîtrisait parfaitement la technique. Si le protagoniste tardait trop, il serait difficile de briser à nouveau la barrière. L'élève en dessous remarqua quelques déformations dans la formation actuelle. Excité, le protagoniste esquissa un sourire narquois, ayant enfin réussi. Les disciples du maître paniquèrent en apercevant une silhouette volant dans le ciel. Ils crièrent qu'il s'agissait d'un chien volant sur une épée et en crurent à peine leurs yeux. Le visage sombre, le protagoniste comprit qu'il cherchait à renforcer la formation. Ceci expliquait la mauvaise humeur du roi lion. Maintenant qu'ils avaient repéré un yokai, ils ne pouvaient le laisser détruire la barrière. L'un des disciples tenta de lancer un sort contre le roi lion et le protagoniste, ce qui ne fit qu'accroître sa colère. Furieux, il les maudit d'hérésie. Sans hésiter, il porta un coup d'épée. Les disciples tentèrent d'esquiver au plus vite. Cependant, l'attaque du protagoniste était trop puissante pour qu'ils puissent esquiver à temps. Malgré tous leurs efforts, ils finiraient par être touchés. D'en haut, Yi Wu les avertit de ne pas interférer avec la formation, à moins de vouloir abréger leur vie. Les disciples avouèrent avoir cru un instant que l'homme était un fantôme ou un monstre, ce qui expliquait leur surprise. Cependant, ils ne pouvaient plus perdre de temps. Ils devaient achever la formation au plus vite, car cet homme n'était qu'un insecte. En analysant ces individus, le protagoniste comprit qu'il ne pourrait pas y parvenir seul. Quelqu'un de plus puissant devait être derrière tout cela. Pendant qu'il réfléchissait, les disciples recommencèrent à attaquer. Ils utiliseraient des techniques pour affronter l'intrus et gagner du temps.
Face à cela, le protagoniste décida d'utiliser le sortilège du démon emprisonné, Cœur Céleste, pour attaquer les esprits de ses ennemis. L'un des disciples avertit l'autre que la matrice était déjà activée. L'homme lança alors un sort, invoquant le dieu démon pour qu'il apparaisse et l'assiste. En quelques instants, l'homme se transforma en créature démoniaque. Observant attentivement, le protagoniste trouva intéressant qu'il y ait encore des personnes liées à la race démoniaque. L'homme diabolisé chargea alors le protagoniste, l'avertissant d'arrêter de dire des bêtises. Il pensait que cela suffirait à vaincre son adversaire. Cependant, le protagoniste ne fit qu'exploser avec une faible puissance. Ce simple geste suffisit à détruire l'invocation, laissant son adversaire incrédule. C'est un gaspillage de compétences que de les utiliser uniquement pour faire le mal, dit le protagoniste en lançant son attaque. Sans hésiter, il saisit l'individu par le cou, car il avait choisi de suivre le chemin des ténèbres. À cet instant, il sembla possédé par le protagoniste lui-même, resserrant son étreinte autour du cou de son adversaire. Après l'avoir fermement serré, il décida de le projeter au loin. L'homme tomba aux pieds de l'autre disciple, qui, inquiet, s'agenouilla pour vérifier son état. Le disciple, se débattant, avertit son frère que cet individu était trop fort et qu'il devait fuir au plus vite. Après avoir dit cela, il perdit connaissance, laissant celui qui était encore debout encore plus terrifié. Ses yeux étaient grands ouverts, ses mains tremblaient de peur, et il courut, tandis que le protagoniste marchait simplement dans sa direction. Le disciple cria qu'il retrouverait son maître et qu'il vengerait son frère tombé. Cependant, en regardant devant lui, il réalisa que le protagoniste était déjà là, comme s'il s'était téléporté en un clin d'œil. Face au regard terrifié de l'ennemi, le protagoniste lui ordonna de révéler où se trouvait le maître. Pour l'encourager à parler, il le saisit par le cou et le souleva légèrement. Tremblant, l'homme avoua que le maître se trouvait à l'intérieur du manoir et que c'était lui qui avait désigné la formation. Il expliqua qu'il était à l'origine le grand maître de la montagne, mais qu'il avait été expulsé pour avoir enfreint certaines règles. Plus tard, il fonda sa propre secte et recruta de nombreux disciples. Des années auparavant, il découvrit que le manoir était entouré de nuages spirituels ayants. Conclut qu'un trésor y était caché. C'est pourquoi il créa secrètement la formation Yin-Fan pour absorber l'énergie yang des gens. Grâce à cette information, le protagoniste commença à relier les points et à comprendre ce qui se passait. Le disciple qui avait tout révélé implorait maintenant d'être épargné. Cependant, le protagoniste ne semblait pas disposé à exaucer ce souhait. Il croyait que le maléfique de rue devait connaître une fin juste, et il la lui infligerait sans aucun doute. Après avoir réglé cette affaire, il devait retrouver l'épouse du maître, craignant qu'elle ne soit en danger. Mais avant toute chose, il devait dissimuler sa propre aura, car la révéler pourrait causer des problèmes. Ce faisant, à l'intérieur du manoir, le maître informa la dame qu'il était prêt à procéder au rituel. Voyant le poignard dans la main de l'homme, la femme s'interrogea sur ses intentions. Ce n'est qu'à cet instant qu'elle comprit enfin qu'elle avait été trompée depuis le début. Le maître, visant son cœur, se moqua de sa naïveté de ne comprendre ses véritables intentions qu'à cet instant. Sans moyen de se défendre, la femme ferma les yeux et implora silencieusement de l'aide. Alors qu'elle acceptait sa fin, le protagoniste apparut à l'instant précis pour la sauver. Déterminé à faire payer ce maître fourbe, il lui assena un coup de poing satisfaisant au visage. Sur ces mots, le maître mal intentionné fut projeté à une distance considérable. Le protagoniste avait désormais changé d'apparence, comme s'il portait un demi-masque sur le visage. Il traita l'homme de vieux scélérat et crut qu'avec ce déguisement, sa femme ne le reconnaîtrait jamais. Cependant, le scélérat expliqua au jeune homme qu'une personne d'un niveau de cultivation aussi bas ne devait pas oser se tenir devant lui. Certain de sa victoire, il lança un sceau en direction du protagoniste. Le sceau libéra une aura démoniaque qui ne fit que gronder le jeune homme. C'était inacceptable, car le scélérat s'était livré à des pratiques maléfiques, défiant la volonté des cieux. Sur ces mots, le protagoniste frappa simplement ce sceau maudit, le détruisant complètement. En regardant le scélérat, il comprit qu'il devait être puni au plus vite. Les yeux du faux maître étaient grands ouverts. Il ne comprenait pas comment l'esprit maléfique avait pu être vaincu si facilement. Pourtant, devant lui se tenait celui qui le punirait comme il se doit. Le vieux maître, tel un renard rusé, avait plus d'un tour dans son sac et prétendait ne pas être facilement effrayé. Au dernier moment, il parvint à former un bouclier magique pour bloquer les attaques du protagoniste. Cependant, constatant que son bouclier était lamentablement inefficace et ne résistait qu'à un seul coup, il invoqua des esprits maléfiques. Persuadé que le vieux renard avait utilisé son atout le plus puissant, le protagoniste était aussi un homme plein de mystères et de ruses. Cette fois, il allait utiliser le pouvoir de milliers de saints et de dieux.
Il créa ainsi plusieurs chaînes qui jaillirent de son corps, luisant d'un bleu céleste. Elles entourèrent chacun de ces esprits démoniaques, empêchant toute réaction. La culture débordante du protagoniste attira l'attention du faux maître, qui voulut connaître sa véritable identité. En réponse, le jeune homme sourit simplement et déclara qu'il était son père. L'homme comprit que la situation ne faisait que s'aggraver. Voyant ses chances de victoire diminuer, il était prêt à tenter une fuite. Cependant, le protagoniste ne le laissa pas aller bien loin. Après avoir parcouru une longue distance, le maître crut s'être échappé. Mais soudain, une lumière apparut au milieu de la forêt où il se trouvait. Le roi lion se lança à sa poursuite, déterminé à le capturer. La bête bondit, posa ses pattes sur les épaules du faux maître et le jeta à terre. Après l'avoir immobilisé, elle informa le protagoniste qu'il avait été capturé. Arrivé peu après, le protagoniste raconta au roi lion que l'homme l'avait traité de chien mort. Pour cette raison, il décida de le laisser s'en occuper personnellement. Après cela, la bête revint auprès du protagoniste, qui passa la main dans sa crinière et loua son ingéniosité. Regardant autour de lui, le protagoniste sentit que la situation commençait à empirer. La femme du maître semblait approcher avec des renforts. Sentant cela, lui et le lion disparurent tout simplement des lieux. Les forces de sécurité n'avaient plus qu'une seule mission, capturer le vieil homme fourbe. Lorsque la femme arriva enfin sur les lieux, elle ne vit que le faux maître gisant au sol. En le regardant, elle comprit que seul un autre maître aurait pu le vaincre. Pendant ce temps, le protagoniste et le roi lion flottaient dans le ciel, portés par une grande épée. Ils avaient besoin de refaire le plein d'énergie. Après un certain temps, ils arrivèrent à un endroit où l'énergie était concentrée. Le protagoniste prévoyait de s'y entraîner un moment et souhaitait la protection du roi lion. Soudain, quelqu'un posa une main sur son épaule et le traita de sale gosse. Cet homme lui fit comprendre que ce n'était pas un endroit où il devait se trouver. Le protagoniste se retourna, cherchant à savoir qui était cet individu et pourquoi on essayait de l'arrêter. L'un des hommes expliqua qu'ils étaient les gardes du corps du seigneur Huo. Ils affirmèrent qu'à cet instant, leur maître pratiquait sa technique secrète et que personne ne pouvait le déranger. Le protagoniste regarda sur le côté et aperçut un vieil homme chauve. Il doutait que cet homme pratique quoi que ce soit de sérieux. Parler ainsi offensa les gardes du corps. Devant toute cette agitation, le maître leur ordonna d'arrêter leurs activités. L'un d'eux, tenant toujours le col du protagoniste et serrant les poings, regarda le vieux maître. Le garde du corps tenta de justifier son comportement, prétextant un manque de respect de la part du jeune homme. Très sage, le maître souhaitait connaître l'avis du jeune homme, qui affirmait que sa technique était incomplète et manquait de mouvement. Cependant, le vieil homme n'apprécia guère d'entendre que sa technique lui semblait fade, d'autant plus qu'il s'agissait d'un style ancestral. Très astucieux, le protagoniste avait une proposition à faire. Il enseignerait au maître les positions correctes. Le vieil homme, cependant, trouva le jeune homme trop arrogant, mais accepta sa proposition. Il lui céderait la place, et de plus, deviendrait son disciple, le reconnaissant comme un maître. Sans perdre de temps, le protagoniste commença à démontrer sa technique avec une perfection irréprochable. Il exécuta les mouvements devant le maître, accomplissant une démonstration impeccable. Il porta le coup complet sur un arbre, le faisant tomber entièrement. Voyant cela, le maître fut ravi d'apprendre cette technique de poing, bien supérieure à la sienne. Les gardes du corps, observant la scène à distance, furent soulagés de ne pas avoir continué à le provoquer. Après lui avoir expliqué la technique, le protagoniste demanda au maître s'il avait compris les mouvements. Le vieil homme s'excusa auprès du jeune homme pour son imprudence et pour l'avoir offensé. Cependant, le protagoniste voulait que l'homme lui cède les lieux. Tenant parole, le vieil homme déclara que les lieux lui appartenaient désormais. Entendant cela, le protagoniste ordonna à l'homme de partir, emmenant les gardes du corps avec lui. Frustré, le vieil homme se tourna vers les gardes du corps et leur ordonna de quitter les lieux immédiatement. Le calme revenu, le jeune homme s'assit par terre et demanda au roi lion de veiller sur lui. Avant de partir, le vieil homme demanda une enquête sur les origines du maître, désireux de tout savoir sur lui. Avec un peu plus de sérénité, le protagoniste put enfin se remettre à cultiver. Il marqua une pause et songea qu'à notre époque, les cultivateurs existaient encore. L'idée que ce ne soit qu'une coïncidence lui semblait infondée. Il prit son téléphone et réalisa qu'il avait besoin d'en savoir plus. Il appela Q et lui demanda s'il y avait un endroit à l'école où il pourrait obtenir des informations sur des événements survenus il y a 2000 ans. Elle raconta que récemment, le groupe de projet avait visité un site archéologique et que le propriétaire de la tombe datait d'il y a 2000 ans. S'il la rencontrait ce soir-là, elle pourrait lui donner plus de détails. Il pensa qu'avec une tombe datant de 2000 ans, il pourrait trouver les réponses qu'il cherchait.
Quelques heures plus tard, la nuit était déjà tombée et un protagoniste arriva au lieu de rendez-vous où il rejoignit le groupe de projet. Il demanda à Hugh s'il s'agissait bien de la tombe dont elle avait parlé plus tôt. Il avait également des doutes sur les autres personnes présentes. En écoutant l'explication selon laquelle ces hommes étaient des gardes du corps engagés par l'école, une jeune femme blonde trembla de peur. Hugh, voyant la peur de la jeune fille, lui dit d'arrêter de dire des bêtises, car tout le monde devait rester groupé. Au bout d'un moment, ils étaient tous à l'intérieur de la cavité. Ceux qui n'y étaient jamais allés furent impressionnés par l'immensité de l'espace souterrain. La chef du groupe leur annonça que leur mission était cette fois de retrouver l'équipe d'archéologues disparus. Elle mentionna également qu'ils devaient récupérer de précieuses antiquités et les rapporter à l'école. Le protagoniste se retourna brusquement, comme s'il avait remarqué quelque chose. Le jeune chef, voyant son expression changer, demanda ce qui n'allait pas. Il expliqua qu'il avait senti qu'ils étaient surveillés par des individus masqués. Ces individus étaient responsables de la disparition de l'équipe précédente et étaient prêts à leur faire subir le même sort. Pour y parvenir, ils utiliseraient une fleur mortelle. C'était vraiment dangereux, et même le protagoniste devint vigilant. Il comprit rapidement qu'il se dirigeait vers une embuscade. Grâce à des réflexes aigus, il parvint à arrêter des aiguilles lancées dans sa direction. La situation aurait pu être bien pire sans son agilité. L'assaillant qui avait lancé les aiguilles fut surpris de constater qu'il avait manqué sa cible. Les gardes armés étaient déjà en position et exigeaient de savoir qui les attaquait. Puis, à travers un épais rideau de fumée, 3 silhouettes apparurent. Les 2 jeunes femmes, effrayées, se cachèrent derrière leur sœur aînée, qui les exhorta à ne pas avoir peur. Les 2 gardes du corps sommèrent les intrus de s'arrêter immédiatement. Sinon, ils prendraient des mesures drastiques, mais les ennemis restèrent indifférents et continuèrent leur progression. Face à cela, les gardes du corps tirèrent un coup de semonce. Malgré cela, les assaillants continuèrent d'avancer, s'approchant hardiment des étudiantes et des gardes. Ils lancèrent d'autres aiguilles, modifiant la trajectoire des balles. Les balles déviées explosèrent près d'eux, provoquant un éclair qui aveugla momentanément tout le monde. Salru et son ami se serraient l'une contre l'autre, effrayés par la réaction des assaillants. Comme toujours parmi ce genre de personnes, certains préféraient s'amuser avec de belles femmes. Et c'est exactement ce que l'une d'elles suggéra aux 2 autres, et il sembla que la suggestion fût acceptée. Yi-Woo, complètement indifférent, se nettoyait l'oreille tout en avertissant les hommes de sa présence. Le voyou, qui pensait que seuls 2 gardes du corps accompagnaient les 3 jolies filles, fut pris de court. Cependant, la subtilité du protagoniste était telle que les ennemis le prirent pour un faible. Dans cet état d'esprit, l'un d'eux attaqua le protagoniste sans précaution. Il réalisa rapidement qu'ils avaient été bien trop arrogants. Le protagoniste trouva cette attaque risible. Il faillit se défendre d'un coup de poing, lorsqu'une fumée violette envahit soudain la zone. L'homme, pensant avoir piégé le jeune homme, éclata de rire. Les 3 filles se bouchèrent rapidement le nez, l'odeur étant désagréable. Agitant la main devant son nez, le protagoniste déclara que l'odeur était repoussante. Cela attira l'attention des 3 ennemis, stupéfaits de constater l'imperturbabilité du protagoniste. Il les fixa simplement du regard et leur demanda si cette bombe fumigène bon marché était censée avoir un quelconque effet sur lui. Humiliés, les 3 hommes recoururent au plan B et engagèrent un combat rapproché. L'un d'eux dégaina une arme tranchante pour tenter d'arrêter le jeune homme. Cependant, cette tactique se révéla inefficace. Le protagoniste attrapa la lame avec ses doigts. D'une légère pression, il brisa l'objet en 2. Après cela, il décida de donner une leçon à l'un des 3 hommes. Les 2 autres furent terrifiés de voir le protagoniste dévier une lame avec seulement 2 doigts et contre-attaquer. Perdant patience, le protagoniste demanda s'ils allaient attaquer un par un ou combiner leurs efforts. D'une voix tremblante, l'un d'eux demanda à l'autre ce qu'il devait faire. La réponse semblait simple, car l'un d'eux possédait encore une arme secrète. Le protagoniste, en voyant l'objet, reconnut immédiatement une lampe de scellement d'âme. L'homme qui tenait la lampe fut stupéfait de constater que le jeune homme savait de quoi il s'agissait. Face à la suggestion de l'un des bandits, le protagoniste suggéra de s'agenouiller et d'implorer sa clémence. Il resta silencieux. Les ennemis interprétèrent ce silence comme de la peur et gagnèrent en confiance. L'un d'eux répéta l'ordre de s'agenouiller. Le protagoniste, sans un mot, s'avança simplement et assena un coup de pied à l'un d'eux dans les profondeurs. L'homme, submergé par une douleur inimaginable, se recroquevilla et trembla de douleur. Furieux, son compagnon décida que le protagoniste avait besoin d'une leçon pour avoir utilisé un tel coup. L'homme à la lampe décida de déchaîner ses pouvoirs contre le jeune homme, mais le protagoniste esquiva simplement la lampe de scellement d'âme et, avec un sourire, déclara apprécier leur plan.
Il reconnut que la lampe était une bonne idée tout en esquivant sans effort les chaînes lancées contre lui. D'un mouvement rapide, il dévia l'une des chaînes, la faisant frapper l'un de ses propres assaillants. Dépassant la chaîne de la lampe, l'homme était dans un état lamentable. Son âme commença littéralement à quitter son corps. Voyant cela, l'autre voyou paniqua et jeta rapidement la lampe. Puis il s'agenouilla et s'excusa auprès de son jeune frère, affirmant que ce n'était pas son intention. Tenant la lampe spirituelle, le protagoniste proposa une idée à l'homme. Au lieu de rester à terre à regretter ses actes, il ferait mieux de partir pour de bon. Puis il lança une des chaînes sur l'homme, scellant ainsi son âme. Le protagoniste, toujours à la main, observa son intense lueur. Puis il regarda sur le côté, comme s'il cherchait quelque chose. Il semblait réellement intrigué. Il regarda autour de lui, mais ne vit personne. Cependant, la chef d'équipe était inconsciente au sol. Réfléchissant rapidement, il sortit une perle rajeunissante et la lui donna. Dès qu'elle l'aurait avalée, elle se réveillerait. Quelques instants plus tard, elle était dans ses bras. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle semblait confuse, comme si elle cherchait quelque chose. Pendant ce temps, Acharu et son ami se réveillaient également, souffrant d'un terrible mal de tête. La jeune fille aux cheveux courts fut surprise de voir les trois voyous étendus au sol. Courant derrière le protagoniste, elle lui demanda s'ils étaient encore en vie. Les deux autres filles tremblèrent à la vue des corps. Il réalisa qu'il avait oublié ce détail et se tourna pour répondre à la question du chef. Puis il expliqua qu'après le sacrifice d'un des gardes du corps, il avait pris l'arme et, par pure chance, avait réussi à gagner. Le chef était désormais convaincu que ce jeune homme était incroyable. Profitant de la situation, elle raconta aux filles qu'elle avait trouvé un étrange objet un peu plus tôt. Posant la main sur un point précis du mur, elle dit ignorer ce que c'était, mais qu'il brillait intensément. D'une légère poussée sur une brique, un passage secret se révéla devant elle. Même le protagoniste fut pris de court. Ne sachant pas ce que c'était, il interrogea le chef, qui expliqua que c'était l'entrée du tombeau principal. Elle décida alors d'entrer et d'y jeter un coup d'œil. En pénétrant dans les lieux, le protagoniste remarqua une concentration d'énergie spirituelle extrême. Après avoir traversé le passage secret pendant un certain temps, la jeune chef croisa une escouade de squelettes disposés en cercle. Cette formation attira son attention et elle réalisa qu'ils étaient tous positionnés autour d'une épée posée au centre. Observant l'épée, elle tendit la main pour la toucher. Le protagoniste tenta de l'en empêcher, lui demandant de ne pas le faire. Au moment même où elle allait la toucher, elle se retourna pour lui demander ce qu'il voulait dire. Avant qu'elle puisse réagir, une lumière violette la projeta au loin. Heureusement, elle fut rattrapée en plein vol par le protagoniste qui amortit sa chute de son propre corps. Au-dessus d'eux, quelque chose d'étrange se produisit. Des éclairs se formaient et frappaient la montagne. Même de loin, l'anomalie était visible. Une femme observait tout de loin et croyait à un phénomène magique lié à la foudre. Cette femme, Jean Jaillant, analysa l'anomalie et conclut à l'apparition d'un trésor. Accompagnée d'autres personnes, elle fut interrogée sur la première équipe envoyée. Apprenant l'existence d'une seconde équipe, elle ordonna à certains de la suivre jusqu'au tombeau, tandis que d'autres devaient garder la sortie. À l'intérieur, la protagoniste demanda à la chef comment elle se sentait. Pendant ce temps, les deux filles paniquèrent, persuadées que des fantômes rôdaient dans les lieux. Après l'intense lumière violette, les squelettes commencèrent à bouger. Inquiet, le protagoniste ordonna à tout le monde de rester derrière lui par sécurité. La situation s'aggrava lorsqu'un des squelettes se leva, un bouclier et une épée à la main, et demanda qui avait osé intervenir. Il s'interrogea également sur le nom de son maître. Cependant, il était interdit aux disciples de mentionner directement le nom de ce dernier. Désormais, tous les squelettes étaient armés de boucliers et d'épées, prêts à éliminer les intrus. Sachant qu'ils ne révéleraient pas le nom du maître, le protagoniste décida d'en finir avec eux. D'un geste rapide, il engagea le combat, projetant une lumière bleue sur les squelettes. Puis il avança, attaquant tous ceux qui l'entouraient. Cette scène effraya les filles qui observaient le protagoniste utiliser la magie. Voyant que tout se dirigeait vers une conclusion, l'un des squelettes demanda qui était cette personne. Le protagoniste, immobile, une épée à la main, répondit que son identité n'avait aucune importance. Il lança quelques attaques supplémentaires et déclara que le seul détail pertinent était qu'elle l'avait mis en colère. Il commenta que, pour une âme renaissante après 1000 ans, il avait déjà traversé bien des épreuves. Cette révélation éveilla l'inquiétude de la chef quant à la véritable identité du jeune homme. Tentant de la rassurer, il sourit et dit qu'elle n'avait pas à le craindre, car c'était simplement une bonne personne. Tandis qu'elle parlait, l'épée sembla s'élever. Lévitant dans les airs, elle lança des éclairs. Yiwu,
observant attentivement, comprit qu'il s'agissait d'une épée de foudre imprégnée de magie électrique. Cependant, il remarqua autre chose. Les 3 jeunes femmes entendirent également des pas précipités s'approcher. C'étaient la femme et certains de ses disciples qui étaient arrivés sur les lieux. Elle s'arrêta devant les 3 hommes, l'air à moitié fou, convaincu qu'il y avait là un précieux trésor. Le chef ne comprenait plus rien. On aurait dit des scènes de film. La nouvelle arrivante semblait hystérique, prête à tout pour s'emparer du trésor. Pointant une épée vers le protagoniste, elle avertit que s'il savait ce qui était bon pour lui, il lui remettrait l'épée du tonnerre. Le protagoniste ne semblait pas le moins du monde intimidé. L'un des hommes qui l'accompagnait lui suggéra de prendre la tête du groupe. Remarquant le niveau de cultivation du jeune homme, la femme lui ordonna d'attaquer. Lorsque l'un des hommes chargea Yi Wu, il déclara que le territoire leur appartenait. Le protagoniste esquiva l'attaque sans trop d'efforts. Il répéta l'opération à plusieurs reprises, mais sa patience n'étant pas infinie, il décida de le traiter de manière plus extrême. Comme il ne semblait pas comprendre, il allait devoir se montrer un peu plus instructif. La femme fut déconcertée par ce qu'elle vit, connaissant bien la férocité de son subordonné. En observant les 3 filles, elle comprit qu'elle pouvait faire preuve d'intelligence, faute de force pour vaincre. Cela attira l'attention du protagoniste lorsqu'elle est prise en otage. La femme voulut alors savoir ce que Yi Wu allait faire. À ses yeux, c'était la meilleure stratégie pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle regarda le protagoniste et déclara que l'épée de foudre lui appartenait. Elle lui fit comprendre que s'il n'obéissait pas, ses amis en subiraient les conséquences. Tandis que la femme parlait, la blonde aux yeux larmoyants implora de l'aide. Levant les mains, Yi Wu déclara que ce n'était qu'une épée de foudre et qu'elle pouvait la prendre elle-même. Ordonnant à ses hommes de main de surveiller les filles, la femme bondit vers l'épée. Dès qu'elle parvint à la toucher, elle déclara que le trésor était enfin à elle. À cet instant précis, plusieurs chaînes violettes s'élancèrent vers les hommes qui retenaient les filles captives. La femme, incrédule en entendant le bruit des corps heurtant le sol, se retourna pour comprendre ce qui se passait. Même en le voyant de ses propres yeux, elle n'en croyait pas ses yeux. Après avoir sauvé les 3 filles, le protagoniste demanda au chef si elle allait bien. Furieuse, la femme n'arrivait pas à croire qu'après l'avoir épargnée, il s'en soit pris à ses subordonnés. Montrant qu'il se fichait de son opinion, YU déclara que le seul ennemi était elle. En réponse, la femme lui rappela qu'elle tenait l'épée du tonnerre. Croyant avoir un avantage considérable, elle attaqua le protagoniste avec la technique du dragon de foudre. Elle était certaine qu'il ne pouvait rien contre quelqu'un brandissant l'épée du tonnerre. Face à la frappe, YU se contenta d'ériger un mur pour se protéger. La femme resta bouche bée, trouvant impossible qu'une telle chose ait pu se produire. Encore sous le choc, elle eut à peine le temps de réagir que le protagoniste contre-attaqua. Elle eut du mal à y croire lorsqu'elle entendit YU dire que l'épée du tonnerre était un artefact spirituel et qu'il devait donc lui apprendre à la manier correctement. La femme, cependant, ne voulait rien entendre. S'il souhaitait un combat, il l'obtiendrait. Pensant avoir l'avantage, elle tenta de contre-attaquer le protagoniste à plusieurs reprises, en vain. Ses espoirs furent anéantis lorsqu'elle lança l'épée du tonnerre sur lui et vit que Yi Wu la rattrapa sans effort avec seulement 2 doigts. D'un geste vif, il lui prit l'épée des mains avec aisance. Moqueur, il lui dit de bien regarder. Prenant de l'élan et s'avançant vers elle, Yi Wu lui montra le bon usage de l'épée. Lançant un coup puissant dans sa direction, il expliqua que c'était là le véritable but de l'artefact. La femme hurla, incrédule, s'apprêtant à recevoir le coup. Au dernier moment, Yi Wu lança l'épée vers elle, mais remarqua quelque chose d'étrange et la retira rapidement. En l'analysant de plus près, il remarqua une sorte de sort caché sur la lame. L'examinant en détail, il comprit qu'il s'agissait d'un code mystérieux. En observant l'épée, la femme s'effondra au sol, recevant des décharges électriques à haute tension. Peu à peu, son corps céda jusqu'à ce qu'elle touche enfin le sol. Les 3 filles la regardèrent tomber, stupéfaites. Voyant leur expression choquée, il leur dit de ne pas avoir peur, car la femme était toujours en vie. Le chef, sceptique, voulait qu'il lui dise la vérité sur la façon dont il avait utilisé la magie, en ramenant l'épée au sol. Il s'assit près d'elle et affirma que ce n'était pas de la magie. Tandis que la lame continuait de lancer des éclairs tout autour d'elle, il expliqua qu'il s'agissait de cultivation. Cependant, il était satisfait, car il avait trouvé le sort de foudre des 9 cieux par hasard. Dehors, le ciel montrait des signes annonciateurs d'un problème, mais pour lui, tout cela en valait la peine. Ailleurs, un vieux maître remarqua un phénomène céleste au-dessus du tombeau antique et pressentit l'apparition d'un trésor. Il s'empressa d'appeler quelqu'un, car cette personne était absente depuis longtemps. Il s'irrita en constatant que le numéro était désactivé. Cela lui donna un mauvais pressentiment,
peut-être que quelque chose n'allait pas. De retour au tombeau peu après, il remarqua que la femme commençait à se réveiller. Encore un peu étourdie, elle toussa comme si elle revenait à la vie. Sans perdre de temps, le protagoniste se précipita vers elle. L'attrapant par le cou, il remarqua qu'elle s'accrochait tellement à la vie qu'elle refusait même de mourir. La jetant à terre, il exigea de savoir qui elle était et qui l'avait envoyée. La femme révéla qu'elle appartenait à une secte. Il ne fut pas surpris d'apprendre que la cultivation sexuelle existait encore à cette époque. Désintéressé, il déclara que l'épée du tonnerre lui appartenait désormais et qu'elle pouvait partir. Cependant, au lieu de partir, la femme s'accrocha fermement au bras du protagoniste. Pensant qu'elle voulait toujours l'épée, il la fixa du regard. Puis elle révéla qu'elle voulait le suivre. Elle dit qu'elle ferait tout ce qu'il voudrait. La raison? Elle avait échoué dans sa mission et serait sûrement éliminée. Après avoir entendu ses supplications, il se tourna simplement vers ses amis et leur annonça qu'il partait. La jeune fille aux cheveux courts fut émue de savoir qu'elle allait enfin laisser ce cauchemar derrière elle. La femme rejetée ne comprenait pas ce qu'il allait faire, tant il semblait indifférent. C'est alors que le protagoniste annonça qu'il devait effacer une partie de leurs souvenirs liés à ce moment. Loin de là, le lendemain, au dortoir de l'équipe de projet, les 3 filles étaient allongées sur un lit. Pendant ce temps, ils lisaient des manuscrits déterrés du tombeau. La chef commença lentement à se réveiller. Le protagoniste s'en aperçut et voulut savoir si elle allait bien. Il expliqua que le manque d'oxygène dans le tombeau les avait fait perdre connaissance. Après cela, il les emmena dans le bureau de l'équipe de projet. Tandis qu'il parlait, son estomac gargouillait, provoquant un léger malaise. Il demanda à la chef de se reposer un peu, car il avait besoin d'aller aux toilettes. Parcourant les couloirs, il chercha des panneaux et, voyant des personnes, demanda où se trouvaient les toilettes pour hommes. On lui répondit que les panneaux avaient été retirés pour cause de rénovation et qu'il devait aller à gauche. Suivant les instructions, il poussa prudemment la porte. Cependant, dès que la porte s'ouvrit, il tomba nez à nez avec une fille dans les toilettes. Surprise, elle le poussa dehors en hurlant qu'il y avait un pervers à l'intérieur. Après l'avoir jeté au loin, elle s'enfuit. Furieuse, elle se précipita sur lui, l'accusant de tenter de l'espionner dans les toilettes. Sans hésiter, elle le frappa de plusieurs aiguilles, ce qui avait pour effet de paralyser une personne pendant une journée entière. Pour l'achever, elle lui donna un coup de pied, le projetant directement sur les toilettes. Gisant inconsciente au-dessus des toilettes, la femme crut qu'il récoltait simplement ce qu'il avait semé. Incapable de bouger, jeté là sans pouvoir réagir, il se prit pour une victime du destin. Pendant ce temps, 2 étudiants discutaient de l'arrivée d'un nouveau professeur à l'université. Malgré sa jeunesse, un peu plus de 20 ans, le docteur était considéré comme un génie. L'un d'eux, en essayant de pousser la porte, remarqua qu'elle ne bougeait pas. Il devait y avoir quelqu'un à l'intérieur. Pendant ce temps, le protagoniste essayait, avec le peu de force qui lui restait, de pousser la porte du pied. Il réalisait à quel point cette femme était impitoyable, car elle avait complètement bloqué ses méridiens. Heureusement, il parvenait encore à mobiliser un peu d'énergie intérieure pour tenter de les rouvrir. Avec effort, il parvint à retirer les aiguilles qui bloquaient ses mouvements. Il célébra sa libération. Il lui fallait maintenant retrouver cette femme pour se venger. Pendant ce temps, elle s'en allait chercher du matériel pour son cours. Tandis qu'elle rangeait les documents, la femme qui l'assistait lui fit remarquer qu'elle avait entendu de nombreux éloges sur la jeune enseignante. Au bout d'un moment, elle tendit les documents à la nouvelle venue. Tous 2 étaient absorbés par leurs tâches lorsque 3 hommes entrèrent dans la salle, demandant Jiangxia. L'administrateur, visiblement contrarié, les avertit qu'il s'agissait des bureaux de l'école et que seules les personnes autorisées étaient autorisées à y entrer. Ignorant ces paroles, l'un des hommes sortit un objet pointu et le lança sur la femme, la frappant. La jeune enseignante fut terrifiée à cette vue. L'homme s'avança vers elle et lui dit qu'il pouvait désormais discuter en paix. Tremblante, elle lui demanda ce qu'il désirait. Il répondit qu'il voulait avant tout l'herbe qu'elle avait achetée. Lorsque la jeune femme affirma avoir déjà donné l'herbe à quelqu'un d'autre, l'homme, irrité, ordonna de l'attacher. Elle fut jetée dans une voiture et emmenée loin des lieux. Le protagoniste, qui passait à proximité, entendit des cris provenant de l'intérieur du véhicule. Il comprit qu'elle était emmenée contre son gré. Si c'était le cas, il le découvrirait. Il voulait vérifier par lui-même. 1 heure plus tard, ils arrivèrent à un entrepôt où la jeune femme était retenue captive. Attachée à une chaise, elle vit l'homme lui lancer un téléphone, lui ordonnant d'appeler pour récupérer l'herbe. En signe de défi, elle lui cracha dessus. Son geste rendit le ravisseur encore plus furieux. La jeune femme ne comprenait pas pourquoi cet homme désirait tant l'herbe, puisqu'elle l'avait achetée, ce qui signifiait qu'elle lui appartenait de droit.
Liu Jixing, pour montrer qu'il ne plaisantait pas, la gifla. Cette agression révéla le pire côté de l'homme. Il l'avertit qu'il pouvait faire d'elle ce qu'il voulait. Lorsqu'elle rétorqua qu'elle doutait qu'il ose aller aussi loin, sa colère s'enflamma encore davantage. Alors qu'il déchirait le manteau de la jeune femme, la porte s'ouvrit violemment sous un coup de pied violent. Le bruit assourdissant fit sursauter le criminel, le forçant à se retourner. Le protagoniste entra avec un sourire et remarqua nonchalamment que l'endroit semblait animé. Les gardes du corps de l'homme lui demandèrent ce qu'il faisait là, car leur maître était occupé. La jeune femme reconnut immédiatement l'homme qui avait bloqué ses méridiens. Lorsqu'on lui demanda s'il essayait de jouer les héros, le protagoniste répondit qu'il n'aimait pas les hommes qui maltraitaient les femmes. Mais il donnerait une chance au ravisseur. S'il s'agenouillait et s'excusait auprès de la jeune femme, l'homme refusa. Craignant que le jeune homme ne soit en danger, la jeune fille l'avertit que cet homme était dangereux et qu'il devait partir. Deux hommes de main se postèrent devant la porte pour l'empêcher de s'échapper. Jusque-là, le protagoniste n'avait pas voulu trop s'impliquer. Mais il semblait qu'ils avaient besoin d'une leçon. La jeune femme, affligée, lui cria de faire attention. Mais il n'était pas un amateur en matière d'esquive et de défense. Après avoir bloqué le coup de son ennemi, il saisit l'occasion pour le désarmer et lui donner une leçon. Quelques coups de pied bien placés renforcèrent son éducation. Liu Jixing était terrifié, trouvant impossible qu'un seul homme puisse causer autant de dégâts. Le protagoniste, tenant l'objet tranchant, le regarda droit dans les yeux et l'avertit que c'était son tour. Après avoir prononcé ces mots, il se précipita vers le jeune maître. Conscient du danger, l'homme réagit promptement, prenant la jeune fille en otage et l'utilisant comme bouclier. Le protagoniste trouva l'homme encore plus pitoyable qu'il ne l'avait imaginé de l'avoir utilisé comme couverture. Il avait d'autres soucis à gérer, car il sentait que quelqu'un était sur le point de le frapper. Se retournant juste à temps, il bloqua l'attaque, mais sentit toujours la pression de la force contre lui. Il comprit immédiatement que l'attaquant était un pratiquant. Dès que le jeune maître vit Zhang Kang, sa confiance revint. La femme se mit à hurler de nouveau, avertissant le protagoniste que cet homme était un artiste martial. Avait-elle essayé de l'alerter? L'adversaire alluma la lame de son arme, démontrant sa soif de combat. Même face à un artiste martial, le protagoniste ne manifesta aucune crainte. Voyant le jeune homme se moquer de lui en levant le doigt en signe de provocation, l'adversaire entra dans une rage folle. Il voulait à tout prix afficher sa force pour que le protagoniste comprenne à qui il avait affaire. Après le premier échange, le protagoniste reconnut que son adversaire avait une certaine habileté. Cependant, elle était si insignifiante qu'il ne parviendrait même pas à bloquer une seule de ses attaques. La jeune femme ligotée et le jeune maître furent tous deux horrifiés par la scène. L'homme, qui avait été écarté, réalisa qu'il avait affaire à un autre artiste martial. Conscient de cela, il sut qu'il devait redoubler de prudence et se jeta à nouveau sur le protagoniste. Il admit avoir sous-estimé sa force. Cependant, il assura que ce serait la dernière fois. Le protagoniste, déjà à bout de patience, mit fin au combat rapidement. Allongé au sol, l'homme parvint à marmonner quelques mots, mais il n'en croyait pas ses yeux. Le jeune maître, gâté, semblait lui aussi incapable d'assimiler la réalité. Le protagoniste s'approcha de lui, et il savait qu'il devrait en payer le prix. Il ne pouvait que s'agenouiller et implorer son pardon. Le giflant, il lui dit qu'il n'aurait jamais dû convoiter les herbes et aller aussi loin. Mais pour lui, il était déjà trop tard. Il refusait les excuses. Au milieu de la conversation, le jeune maître perdit une bonne partie de son bras. Le protagoniste l'avertit que c'était un prix modique pour le mal qu'il avait fait à la jeune fille et lui ordonna de disparaître. Après quelques jours, l'homme s'éloigna, serrant son bras blessé. Regardant la jeune femme, le protagoniste l'assura qu'elle était désormais en sécurité. Elle voulait savoir qui il était. Il se présenta, prononça son nom et indiqua qu'elle pouvait simplement l'appeler Yi. En entendant ses excuses, il songea même à demander des explications, mais préféra continuer à jouer les héros. Alors qu'ils discutaient, un camion entra soudainement dans l'entrepôt. Le protagoniste trouva cela étrange. Avant qu'il puisse réagir, il fut projeté au loin. De l'intérieur du camion, une jeune femme fut projetée au sol. Quelqu'un à l'intérieur du véhicule voulut régler la situation rapidement et ordonna de vérifier s'il s'agissait bien de l'homme recherché. Voyant la femme jetée à terre, le protagoniste l'entendit le pointeur du doigt et déclara qu'il avait pris le trésor du tombeau. À cet instant, il serra les dents de rage en reconnaissant à nouveau cette femme. L'homme devant lui fut intrigué de constater que le protagoniste n'avait pas encore subi de dommages importants, mais la réalité était tout autre. Le protagoniste avait un bras cassé et son corps était légèrement engourdi. Inquiet, Jian lui fit remarquer que si elle avait des aiguilles en argent, elle pourrait l'aider.
Cependant, il la rassura en lui disant qu'il avait des perles de guérison. Il s'apprêtait à en mettre une dans sa bouche lorsqu'un objet tranchant fut jeté sur lui. La lame frappa son bras, l'empêchant de guérir. L'Inkanji était prêt à tout pour obtenir le trésor. Il fit clairement comprendre que s'il ne le lui donnait pas de plein gré, il le prendrait de force. Pour renforcer sa menace, il lança une pluie de lames vers le couple. Le protagoniste comprit que l'homme ne plaisantait pas et utilisa son corps pour protéger la jeune femme. La plupart des objets tranchants heurtèrent le mur. En se positionnant au-dessus de la jeune femme, il parvint à l'empêcher d'être blessé. Cependant, l'ennemi était fort et n'était pas là pour jouer. Le protagoniste, déjà blessé, ne pouvait déployer toute sa force à ce moment-là. Voyant une ouverture, l'ennemi se prépara à attaquer. Rapidement, il approcha son arme tranchante du cou du protagoniste et lui annonça qu'il avait une dernière chance. Cette femme n'hésita pas une seconde. Elle devait défendre l'homme qui lui avait sauvé la vie. Saisissant un morceau de bois, elle ordonna à l'homme de les laisser tranquilles. Sans hésiter, elle frappa l'ennemi. Furieux d'avoir été frappé par derrière, l'homme se retourna de rage. Il lui demanda comment elle avait osé l'attaquer. Alors qu'il s'apprêtait à la frapper avec une lame, elle leva rapidement le morceau de bois pour se défendre. Réagissant promptement, le protagoniste saisit son épée et bloqua la lame de l'ennemi. Il lui dit que s'il voulait vraiment le trésor qu'il convoitait tant, il devrait tenter de le prendre de force. À la vue du trésor, l'homme s'emplit d'avidité. Le protagoniste l'avertit qu'il était imprudent de tenter de voler les autres de cette manière. L'ennemi fut pris au dépourvu par le protagoniste avec son épée éclair. Pour contre-attaquer, il lança plusieurs dagues sur le protagoniste. Tout en attaquant, le protagoniste parvint à créer un bouclier protecteur. Cependant, les choses prirent une tournure inattendue et il fut touché. Une compétence ressemblant à un serpent géant lui transperça l'estomac, se moquant de la situation, tandis que l'ennemi ricanait, affirmant qu'il pensait que le protagoniste valait mieux que ça. Tirant l'épée vers lui, il crut que le jeune homme n'était qu'un vantard inutile. Maintenant, l'épée à la main, il comptait achever le protagoniste, mais celui-ci fut plus malin. Il esquiva au dernier moment et réussit à s'emparer de la pilule de guérison. Il la consomma avec succès avant que l'ennemi ne puisse contre-attaquer. L'ennemi ne s'attendait pas à ce que le protagoniste se rétablisse si vite. Il pensait pouvoir le contenir avec l'épée. Cependant, ses forces étant déjà revenues, il saisit simplement la lame d'une main. Il affirma que tout ce qui s'était passé auparavant était dû à ses blessures qui le retenaient. Maintenant qu'il était complètement guéri, les choses seraient bien différentes. Après avoir asséné un puissant coup de pied à l'ennemi, le protagoniste fit clairement comprendre qu'il ne le laisserait pas s'échapper. Il exigea de savoir où cet homme allait. Jeanne était extrêmement inquiète, ne sachant que faire avec tant de personnes gisant au sol. Pour couronner le tout, le protagoniste avait consommé trop d'énergie spirituelle et commença à se sentir étourdi. Elle courut à son secours et lui demanda s'il allait bien. N'ayant pas d'aiguille d'argent sur elle, la seule solution était d'appeler immédiatement une ambulance. Elle prit son téléphone et appela les secours, signalant qu'un patient était dans un état critique. Une demi-heure plus tard, il était déjà dans l'ambulance, la jeune fille à ses côtés, en route pour l'hôpital. À son arrivée à l'hôpital, la jeune femme fut informée que le médecin-chef était aux urgences et qu'elle devrait attendre. Elle vérifia le pouls du protagoniste pour voir s'il allait bien. Il semblait tout simplement s'être endormi profondément. Pendant ce temps, les infirmières s'occupaient d'un homme qui s'était évanoui un peu plus loin. Sans réfléchir, elle s'enfuit pour aller chercher des aiguilles d'argent au service de médecine chinoise. Pendant ce temps, le protagoniste ouvrit légèrement les yeux, comme s'il se réveillait d'une sieste. Un peu étourdi, il se demandait comment il avait atterri à l'hôpital. En se levant de son lit, il comprit qu'il devait se précipiter vers l'esprit spirituel pour absorber son énergie au plus vite. Quelque part dans l'hôpital, une grande pancarte indiquait « Un médecin divin travaille ici ». Quelqu'un arriva, informant le médecin que les préparatifs étaient presque terminés. Lorsqu'il s'enquit des acteurs, l'homme parut confus. Le médecin expliqua qu'il avait besoin d'eux pour faire semblant d'être soigné. L'assistant, s'excusant, dit qu'il trouverait des acteurs dès que possible. Une demi-heure plus tard, il revint avec plusieurs acteurs et expliqua que leur salaire serait doublé. Le protagoniste, véritablement malade, se retrouva au milieu de cette confusion et demanda où se trouvait la sortie de l'hôpital. Titubant, il faillit tomber sur l'homme qui expliquait les procédures aux acteurs, mais celui-ci pensa qu'il s'agissait simplement d'un acteur surjouant son rôle. Sans réfléchir, il poussa le protagoniste dans une camionnette, louant sa performance. Avec le protagoniste et les autres acteurs à bord, le chauffeur reçut l'ordre de se rendre directement sur le lieu de l'événement. À l'hôpital, Zhang revint et, cherchant le protagoniste,
ne trouva qu'un lit d'hôpital vide. Sur place, de nombreuses personnes attendaient avec impatience de voir le docteur Ziyu effectuer un traitement en direct. L'auditorium était presque plein de spectateurs enthousiastes. L'organisateur informa le médecin que tous les acteurs étaient prêts. Une fois tout prêt, l'animateur demanda au public d'accueillir le docteur Ziyu par des applaudissements. Au milieu de la foule, un homme blond en blouse blanche se leva calmement lorsqu'on l'appela sur scène. Après un bref discours, il affirma que chacun devait garder l'esprit ouvert, car son travail consistait à sauver des vies. Soulevant un tissu rouge, il annonça qu'il irait droit au but. Sous le tissu se trouvaient plusieurs aiguilles. Il expliqua que ces aiguilles étaient une relique, un trésor de famille. Les spectateurs furent honorés par ces explications. Il commença alors à vendre le kit d'aiguilles comme s'il s'agissait d'un objet rare, le promouvant comme s'il s'agissait d'une vente aux enchères. Certains se méfièrent, car tout cela ressemblait à un simple argumentaire. Le soi-disant médecin divin était déjà habitué aux arnaques et savait exactement quoi faire. Il demanda qu'on lui amène un malade afin de le guérir devant tout le monde. Pour l'occasion, l'animateur utilisa le protagoniste, inconscient sur un lit d'hôpital. Avant toute chose, il demanda à chacun de vérifier l'état de faiblesse de l'homme. Puis il prit les aiguilles et fit semblant de commencer l'opération. Cependant, une amulette qu'il portait commença à résonner en lui. Ce dernier entr'ouvrit légèrement les yeux et vit le docteur debout devant lui. Croyant n'être qu'un acteur s'écartant du scénario, le docteur ne remarqua rien d'inhabituel. Encore faible, le protagoniste se demanda d'où provenait l'énergie spirituelle qu'il avait absorbée. En y regardant de plus près, il remarqua que le docteur imposteur portait un pendentif en jade accroché à ses vêtements. À voix basse, le docteur lui demanda sa coopération pour que le spectacle puisse continuer. Le protagoniste, parlant également à voix basse, déclara qu'il ne voulait pas d'argent, mais simplement le pendentif en jade. Initialement, le docteur refusa, prétextant qu'il s'agissait d'un héritage familial. Mais sous la pression, il finit par accepter. Ainsi, le protagoniste ferma légèrement les yeux tandis que le docteur faisait semblant de pratiquer le traitement. Au moment où il appliqua la première aiguille, le protagoniste se redressa brusquement, surprenant le docteur.